se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, on va se gêner aujourd'hui avec Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi et Titoff qui est en train de se garer. Ça doit prendre une heure et demie à peu près, parce que quand il dit « je suis en train de me garer », ça veut dire qu'il est en train de partir de chez lui. Il faut traduire, évidemment. Oui. Philippe et Isabelle font leur retour aujourd'hui. Eh oui, c'est bien agréable. Je crois qu'ils ne sont pas partis en vacances au même endroit. Mais moi, je ne bronze jamais, moi. Mais pourquoi tu t'exposes pas? Ou alors c'est que Philippe Alfonsi a fait de l'ombre à Isabelle Motro, ce qui m'étonnerait de sa part, parce que c'est pas le genre. c'est un garçon plutôt modeste. Non, mais moi, j'évite le soleil. Je suis très écolo. Comment il a fait? Quoi, attends, c'est pas écolo de profiter du soleil? Non, mais tu sais que on dit, le soleil est dangereux, on le sait. Ouais, mais là, t'es quand même blanche comme un cachet d'aspirine. Oh non, t'exagères. Tu te souviens pas de comment j'étais avant On de dirait partir? comment elle s'appelle On dirait tu sais, à Harlequin et la boulangère, là. Armand Altaï? Mais non. La boulangère dans Harlequin. Oui, Harlequin, il y a une boulangère, comment elle s'appelle, la boulangère? Colombine, voilà, exactement. On dirait Colombine. Elle est pas boulangère, Colombine. Boulangère, de quoi tu Ah non, parles? elle est lingère. Oh là là. Mais où est-ce qu'il va acheter son pain? Je se confonds avec Pépé la boulange, ça que c'est j'arrive. encore autre chose. J'arrivais pas à retrouver Colombine parce qu'il me parlait de boulangère. Je suis un peu pâle, mais toi, t'as laissé quelques neurones au bord de la plage. Ah bah hein. oui, bah laisse tomber. Titoff fait son entrée, mesdames et messieurs. Moi, je propose quand même qu'il obtienne une récompense, parce qu'il a quand même été cette semaine à l'heure tous les jours. Oui, Voilà. sauf aujourd'hui. Ouais, à force de me le dire, C'est ce qui est drôle, c'est qu'il peut-être ils sont nostalgiques de l'année dernière. ce que j'aime, moi, c'est qu'il arrive, il est en nage, il transpire, il s'éponge en début d'émission parce qu'il court pour arriver. Je trouve ça trop Non, drôle. heureusement que je prends de la marge maintenant. J'aurais pu être réellement en retard. Bonjour à toute l'équipe que j'adore. Savoir en plus que l'émission dure 30 minutes supplémentaires me ravit. Cependant, je tenais à dire, écrit Bertrand, à l'animatrice de Cannelé, que les saumons sont au même titre que l'anguille des poissons vivants la plus grosse partie de leur vie dans l'océan et ne remontent les rivières que pour se reproduire. La honte pour Christine Bravo, qui se dit spécialiste des animaux et qui a même écrit un livre là-dessus. Mais oui, mais effectivement, mais on parlait bien de poissons pêchés. Oui. On parlait bien de pêche. Or, Oui. on les pêche. Je croyais qu'on les pêchait que dans les rivières. Ah non, on peut les Honte à pêcher moi. quand ils sont dans l'océan, évidemment. Effectivement. Ouais, voilà. Et une fois de plus, vous avez voulu me reprendre. Non, ça prouve qu'on en apprend tous les jours. Une petite blague pour Fabrice Eboué, qui nous écoute peut-être au Québec. Il reviendra une fois que son film est terminé, et on nous envoie des blagues d'humour noir, évidemment, pour faire patienter les auditeurs en attendant le retour de Fabrice. Quelle est la partie du légume qui ne passe pas au mixeur, Christine? La partie du légume. Qui ne La passe queue. pas au mixeur. Bah, la peau. Non, le fauteuil roulant. C'est abominable. Ça ne me fait, moi, je ne ris pas. Très noir. Eh ben, moi, je ne ris pas. C'est pour Fabrice Eboué, moi, qu'est-ce que vous voulez? Comme Christine Bravo avec les saumons, souvent, vous voulez faire votre intéressant en me reprenant sur des erreurs que je commettrais, et souvent, en fait, c'est vous qui vous fourvoyez, comme dirait Stevie, qui aime bien ce mot-là. Une fois de plus, hier, alors que moi, au moins, je faisais pas le savant qui sait tout, je disais que je découvrais un mot à propos, vous savez, des excréments, le mot fesses. F-E-C-E-S. Et je ne sais pas qui autour de la table, je crois Charlotte de Turc, quand même, Pierre Bénichou, sûrement. On dit, ah, mais bien sûr, mais comment vous connaissez pas ce mot-là? Et en fait, j'apprends depuis par tous les mails qu'on m'a envoyés qu'on ne prononce surtout pas fesses, mais fesses, qu'il faut prononcer le S, que jamais C'est personne vrai n'a qu'on prononcé. prononce jamais. C'est plutôt quelque chose qu'on trouve à l'écrit. Oui. Donc effectivement, on sait pas trop comment le prononcer. Alors, enfin, s'ils avaient vraiment aussi bien connu le nom que ça, ils m'auraient au moins dit que ça se prononçait fesses et non pas fesses. C'est classe, hein. Pardon? J'ai fait un beau fesses ce matin. Tout de suite, ça change tout, quoi. Ah bah oui, c'est pas pareil, vous voyez. Ah ouais. Hein, je remercie les auditeurs pour cette précision. On doit prononcer le S à la fin. Quelle est la différence entre un camion et une échelle, me demande Pierre? Alors, il y a une histoire de passer Il y dessous. en a beaucoup. Ça porte pas malheur de passer sous un camion. Elle est marrante, celle-là. Celle-là est drôle, oui. Non, voilà. Bon, bah, écoutez. On a Nadine et Mathieu au téléphone. Bonjour, Nadine. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Bonjour Laurent, Lorenzo. Ah, mais je vous en prie, Nadina.
Non, c'est Nadine, c'est pas Nadine. M'italianisez pas, je vis à Naples, mais je ne suis quand même pas italienne. Je suis bien française et je vous admire énormément. C'est bien Naples, alors c'est une des rares villes italiennes, enfin grandes villes italiennes, où je ne suis jamais allé. Alors comment c'est? Voilà une bonne occasion, parce que moi je vous attends, parce que Naples c'est tout et rien, mais c'est merveilleux. Ah bah je préférerais venir le jour où c'est tout. Ouais. C'est toujours tout. Parce que c'est Naples, c'est une ville dans laquelle il peut tout vous arriver. Je note en tout cas que Nadine, napolitaine, me propose de m'en payer une tranche dans sa ville très prochainement. C'est très bon. Mathieu est à... très bon, Lorenzo, c'est très bon. Mathieu est à Caen. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie, Mathieu? Alors je suis doctorant en neuropsychologie à Caen. Vous êtes quoi en neuropsychologie? Doctorant, je fais une thèse. Ah, vous faites une thèse. Pour l'instant, vous êtes encore étudiant en quelque sorte. Voilà. Parfait. Eh bien, vous allez étudier l'actualité encore pendant 2 ou 3 minutes et nous allons jouer ensemble après la pub. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Nadine, Mathieu, vous êtes prêts? Vous avez bien révisé l'actualité? Pour moi, ça va être très très difficile, parce que je suis pas très au niveau de l'actualité française. Ah oui, mais enfin quand même, les infos passent, j'imagine, jusqu'en Italie. Oui, les bonnes infos. Grâce à Internet. On a notre papounet, donc c'est déjà tout. Il nous fait tout savoir. Berlusconi, et non, il cache pas certaines informations, Berlusconi? Il cache surtout bien ce qu'il fait dans les alcôves. Ce qu'il essaie de faire. C'est bien. Comme tout le monde. Vous trouverez la réponse de toute façon, j'en suis sûr, sur Internet. Si vous ne la connaissez pas, cette réponse, voici la question. À qui Florent Pietrus a-t-il manqué pendant de longues minutes? À qui Florent Pietrus a-t-il manqué pendant de longues minutes? Alors, faut trouver qui c'est Florent déjà. Pietrus. C'est du sport. C'est du sport. C'est l'entraîneur de quelqu'un? Ce n'est pas l'entraîneur de qui que ce soit. C'est le mec de quelqu'un? J'en sais rien, sûrement, de Madame Pietrus. C'est un joueur ou c'est quelqu'un... C'est un genre de foot? Non. C'est pas un joueur. C'est un joueur, oui. C'est un joueur. Ah, bah, je sais. Ah, qu'est-ce que vous dites? C'est Allez-y. du basket. C'est un joueur de basket. Alors, Oui. je sais pas, il a peut-être manqué à son club en NBA. Aïe, aïe, aïe. Il a aïe. manqué Eh ben, à c'est son... en portugais. Non, Il a manqué à Français. il a manqué à son équipe puisqu'ils ont perdu, les Français. Ouais, c'est ça, l'équipe de France. Contre la Belgique. Je l'ai entendu, il l'a dit juste avant vous, Jérémy. Alors, Allez. on va accorder la bonne réponse à Mathieu de Caen. Bonne réponse. Effectivement, les Français, la honte, on a perdu contre les Belges. Ah, c'est la hier. foumade, hein. Et ça, c'est très mal de perdre contre les Belges Oh bah en oui, basket. parce que déjà, pour qu'ils comprennent 18 ans. qu'il faut mettre le ballon dans le panier, déjà, ils ont mis quelques années, nos amis belges. Mais alors là, en plus, ils nous ont battus. Et quand même, on menait, à un moment donné, 27 à 17. Vous vous rendez compte? 10 points Quand d'écart. t'avais Parker, ça. 10 points d'écart. Et il y avait Tony Tony, Parker qui ouais. marquait des points. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais Il est pas. parti faire pipi. Non, justement, c'est un des défenseurs de l'équipe de France de basket qui s'appelle Florent Pietrus, qui a commis trop de fautes, si bien qu'il est sorti du terrain. Enfin, il a été sorti du terrain par l'arbitre, Florent Pietrus. Et là, ça a été la cata. La cata, là, d'un seul coup, on a pris, j'allais dire des buts, des paniers. Voilà pourquoi Florent Pietrus a manqué à l'équipe de France de basket. C'était la bonne réponse. On a une chance de se qualifier quand même. Le match retour, c'est dimanche prochain, mais il faudra battre les Belges par... 4 points d'écart. Voilà, 4 Bon, points c'est rien du d'écart. tout au basket, 5 4 même, points d'écart. puisqu'on a déjà 4 points d'écart. Il faut... Même 4,5, ça marche. 4,5, oui. Alors, voilà, si nos amis belges pouvaient... Faire un geste. Voilà, nous laisser... Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Comment tu marques un demi-point? C'était pour dire. Je pense que c'était pour C'est une dire. blague, ouais. Ah ouais. Le premier degré, putain. Et les saumons, Juste alors. une vanne, hein. Juste. Il faudra au moins 5 points d'écart dimanche après-midi aux Français contre les Belges. Ça se passera chez nous. Hein. Là, évidemment, on était un peu dépaysés. Un long voyage. Il fait froid. Ouais, il faut du conditions climatiques pas faciles en intérieur. L'altitude. Les supporters qui étaient pas là. Dimanche à Pau à 17h, on aura en tout cas les résultats du match retour qui permettrait évidemment à l'équipe de France de se qualifier pour l'Euro qui aura lieu en Pologne entre le 7 et le 20 septembre. Si on perd contre les Belges, on n'ira pas. Mathieu, vous avez gagné le filet garni Europe 1. Bravo Mathieu. Est-ce que je peux passer juste un petit coucou à ma chérie, ma fiancée avec qui je vais me marier l'été prochain? Alors, c'est ça ou le filet garni, il faut choisir. ça sera Le filet coucou garni, à de ma raison. chérie. Non, non, Elle il le a sait, choisi le coucou. elle le sait, tu lui as demandé déjà? Si elle préférait le filet garni ou Non. se marier avec moi. Si elle va Je se pense marier qu'elle va avec se marier vous, avec moi quand même. elle sait qu'elle va se marier avec vous.
Oui, bien sûr. Septembre. Voilà, donc c'est l'été prochain à Caen. Si jamais vous voulez venir faire un tour, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc j'embrasse très très fort Amélie, à qui j'ai aussi promis. Amélie de Caen. Amélie de Caen. Et à qui j'ai aussi promis de parler. Elle est éducatrice jeunes enfants, donc elle travaille dans la First Baby School, qui vous plairait, Laurent, parce que c'est une crèche à Caen. Où en fait les enfants viennent et sont accueillis par des éducatrices bilingues, donc il y a des françaises et des anglaises. On parle anglais. Et le plus jeune âge, ça aurait été pas mal éventuellement. Il aurait fallu ça. Regardez cet accent, ça donne tout votre charme à l'émission. Alors. Merci, c'est très gentil. En tout cas, vous avez gagné, cher Mathieu, des places pour aller au cinéma à Caen pour, par exemple, aller voir le dernier film de Woody Allen. C'est Europe 1 qui vous offre les places. Whatever Works. Vous pourrez aussi aller voir le film Joueuse de Caroline Bottaro avec Sandrine Bonner. Et puis si jamais vous passez par Paris, des places pour aller au théâtre ou même au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, sans compter tous les livres qu'on vous envoie. Le dernier Philippe Delerme, qui était notre invité mystère d'hier entre 18h et 18h30, quelque chose en lui de Bartholby. Et vous recevrez aussi Le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel, livre dont on parlera tout à l'heure. Je vous applaudis, je vous remercie et je vous dis bravo Mathieu et à une prochaine fois Nadine. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez assister à l'émission, rien de plus facile. Vous appelez le standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 34 centimes par minute, ou bien vous allez sur le www.vip-radio.fr. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je vais peut-être me rendre en Jamaïque pour comprendre pourquoi il court si vite ». C'est quelqu'un qui fume de l'herbe? Non. C'est un sportif, un coureur aussi. Non. Un politicien. Un entraîneur? Politicien, oui. C'est Sarkozy. Un politicien? Oui, c'est quelqu'un qui fait partie du monde politique. C'est Sarkozy. Ramayad. Pour accélérer le jogging. Ramayad, bonne réponse de Stevie Boulet. La secrétaire d'État au sport, Ramayad, qui se dit tiens, je vais peut-être aller en Jamaïque pour comprendre pourquoi Usain Bolt et les autres courent aussi vite. Il faut dire qu'elle fait un retour politique aujourd'hui. Oui. Dans la presse, elle fait la une du Parisien. C'est assez étonnant parce que c'est vrai que la une de la plupart des autres journaux, c'est Martine Aubry, puisqu'elle a annoncé finalement les primaires au Parti Socialiste avant les universités de La Rochelle qui ont lieu ce week-end. Mais non, Ramayad a réussi. Vous voyez, c'est une bonne sprinteuse, Ramayad, parce que dans la dernière ligne droite, paf, elle a grillé Martine Aubry, qui a un peu de mal à courir, faut dire aussi. Mais... Ah oui, c'est plus fort au lancer de marteau, par exemple. Oui, Martine Aubry, c'est le lancer de marteau et de la faucille. Je pense, ouais. Et donc la dernière ligne droite, Ramayad a grillé Martine Aubry. Elle était à BFM ce matin aussi. Et elle se paye la une du Parisien, plus une double page quand même, où on voit, mine de rien, qu'elle a une relation, on va dire, tumultueuse avec le président Sarkozy, qui dirait d'elle, elle a le melon et elle ne bosse pas. Quand tu lis ce papier, en fait, tu sais pas si c'est vrai. C'est des mecs qui glissent des perfidies. C'est toujours des mecs qui ont des petites phrases. Il peut plus la blairer. Si tu regardes bien, on sait pas qui dit. Ouais, il peut plus la saquer. Il a l'air allergique à elle. Mais c'est terrible. Qui se dénonce au moins, qui dise qui c'est qui a dit ça. Bah c'est lui, le président. Non, c'est répété. Qui a répété le propos? Qui répète? Oui. Ah moi je répète pas qui répète. Hein. Mais tu vois, ça fait maternelle. Quand même, c'est vrai qu'il n'était pas content parce qu'elle avait refusé de conduire la liste UMP aux européennes. Il la met ministre quand même pour un mec pas content. Si à chaque fois qu'il est pas content, elle est au sport. Il la fout au sport. Oui, la pauvre, quand elle est arrivée au championnat du monde à Berlin, tout le monde a cru que c'était une sprinteuse. Oh, non. T'es vraiment con. Ils lui ont filé une paire de pompes et un dossard. Elle était perdue au milieu du stade. Ils lui ont fait un test de féminité, tout ça, je trouve ça dégueulasse. Ça, il en a pas besoin, un test de féminité. Elle est magnifique. Elle est canon, Ramayad. Hein. Alors là. Quoi. D'ailleurs, vous avez remarqué, non mais si, je vais vous, tiens, voilà, j'y pense maintenant que vous me le dites. Souvenez-vous, quand Bernard Laporte était secrétaire d'État au sport, son ministre du tutelle, c'était Madame Bachelot. Oui. C'est toujours Roselyne Bachelot qui est la ministre de tutelle de Ramayad. Vous avez remarqué, depuis que Ramayad est là, elle y va plus sur les compétitions, Roselyne Bachelot. C'est les sportifs qui ont choisi, peut-être. Elle a trop peur de la concurrence. Elle se dit, si je me pointe. Quand elle allait avec Bernard Laporte, tous les sportifs embrassaient Roselyne Bachelot. Ils essayaient de l'envoyer en l'air. Des costauds, hein. Et là, maintenant que c'est Ramayad, elle a peur de se prendre un vent, tu vois, t'imagines? Tous les mecs qui vont embrasser Ramayad, et elle qui attend sur le bord de touche.
Voilà pourquoi elle est à fond dans la grippe A, là. Elle est sûre de la choper. C'est ça. Il n'y a pas un jour, j'en peux plus, moi. La grippe A. Ah, j'en peux plus. Ah non, la grippe A, ça va, moi je veux bien l'attraper, la grippe A, mais c'est Roselyne Bachelot. Tous les jours, elle trouve un truc à dire, tous les jours, elle garde le suspense. Alors là, par exemple, hier, elle est arrivée, elle a dit, les vaccins sont arrivés. Qui est-ce qui va y avoir le droit en premier? On vous le dira demain. Comme ça, elle revient tous les jours. Je suis d'accord, c'est insupportable. Et aujourd'hui, on passe à la grippe B. Et hier, il y a 2 morts de 90 et 85 ans. À 90 ans, tu meurs. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais on sent vraiment que ce truc a été créé pour faire un feuilleton qui nous cache le reste, quoi. Mais non, attends. Moi, j'ai eu des infos comme quoi. Bien sûr. Je veux affoler personne. Mais tous les ans, il y a des morts. Je suis au courant, quoi. J'ai des relations. De la grippe. Attention, quoi. Mais effectivement, il y a des morts de la grippe dite classique tous les ans, sauf qu'on nous en parle pas autant d'habitude. Voilà. La grippe A, je m'en lave les mains. Ça pourrait être un bon slogan, ça. Ça pourrait être un bon slogan. C'est un bon slogan. Franchement, non, mais en même temps, elle est sympathique, elle a l'air de s'y connaître, elle a bien étudié le dossier. C'est pas dur en même temps. Ah oui? Bon. Je me demande si elle serait pas tête de liste dans une région aussi, Madame Bachelot, aux prochaines élections. Non, dans la Loire, elle est pas. Si, dans le Maine-et-Loire. Ah, dans voilà. Loire, ouais. Je me demande. Ouais. Ah, je me disais. C'est sûrement elle-même qui va faire le premier vaccin. Ah bah, mon avis, elle bien, ça. Déjà, oui, elle est shootée au Tamiflu, Roselyne. Ça fait même 15 ans qu'elle est shootée au Tamiflu. C'est toujours pareil. On voit bien les effets secondaires. Vous en avez-vous du Tamiflu chez vous, Christine? Non, mais j'en ai pas. Mais arrêtez avec la grippe A, ça, c'est pas un truc qui va nous assassiner au prochain hiver. Ça peut être une pandémie. Je sens bien que celui qui a le plus peur d'entre nous, j'ai remarqué ça depuis une semaine là, c'est Titoff. Titoff, il balise dès qu'il voit une maladie arriver de loin. Hein. Oui, un peu, c'est vrai. Tu es un peu, ouais. Je suis pas hypochondriaque, mais quand même. Quoi. Un petit peu, ouais. Ouais, je vous sens bien choper toutes les maladies qui traînent. Hein. Non, pas moi, mais les gens que j'aime, quoi. Mon équipe. Tous mes amis chroniqueurs, putain, je m'inquiète pour eux, quoi. Non, mais ce qui est terrible, c'est les bonnettes. Moi, je vous le dis, s'il y a un type là qui a des bonnettes, des micros. Je vous l'ai déjà dit, les bonnettes sont désormais désinfectées et changées tous les jours. Mais on n'y croit pas, nous. On n'y croit pas à cette histoire. Il y a des acariens qui courent. Non, mais tous les jours, ça veut rien dire. Combien il y a de gens qui passent en une journée? Oui, mais on est les premiers à passer ici. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on s'en fout. À 16h30, on est les premiers. aux autres, c'est très bien. C'est vrai, ils changent toutes les bonnettes. Quoi? Dommage, ça fait plaisir, ouais, parce que l'année dernière, le mien sur le bout, il était jaune. C'était pas c'est parce que t'as passé ces deux bénichous, ça. Ça manque un peu l'odeur de l'année dernière, moi. C'est plus propre, c'est plus agréable. Regarde-les. On a plus envie de le mettre dans la bouche. Il cherche une saloperie, regarde. Ah non, j'en ai trouvé. Ils sont 6 autour de la table. Allez, à tout de suite avec d'autres questions. On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Isabelle Motro et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Je vous demande de vous arrêter. Laurent Ruquier va poser une question. Je vous emmène en Biélorussie. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du président biélorusse. Ah non. C'est pas une présidente d'ailleurs? Non. C'est une première ministre. C'est Alexandre Loukachenko, souvent qualifié, c'est ce que nous dit Libération ce matin, de dernier dictateur d'Europe. Mais hier, il se trouve qu'il a reconnu avoir falsifié la dernière présidentielle pour laquelle il avait fait un score de environ 80% des voix. Qu'a-t-il reconnu avoir falsifié? Les bulletins de vote? Non. Il dit oui, c'est vrai, je reconnais, j'ai falsifié le résultat. Les gens, il a falsifié les gens. Non, qu'a-t-il fait? Il a pas mis des faux gens? Non. Que dit-il en tout cas, parce que on n'est pas obligé de le croire sur parole, que dit-il avoir fait? Ah, il dit que en fait, il avait 90% ou 100% et il a baissé. Il a baissé. Bonne réponse de Titoff et Isabelle Motro. Ali, c'est incroyable. Faut qu'il vienne à Marseille, lui. Hein. C'est dingue. Il a officiellement fait 80% des voix, mais il dit qu'effectivement, il a falsifié la dernière présidentielle. Alors tout le monde se dit, ah, ça y est, enfin, il avoue. Et non, il dit qu'il a faussé le résultat à son détriment, dans un souci de crédibilité. Il dit, en effet, en 2006, 93% des électeurs ont voté pour moi. Mais évidemment,
psychologiquement, ça ne serait pas passé. Alors j'ai préféré qu'on avance le score de 80 au lieu de 93. Oui, mais c'est un des derniers représentants des délires soviétiques. Et c'est vrai que, rappelez-vous, les élections soviétiques, c'était formidable. C'était 99% de votants favorables. Bon, toujours, il continue dans ce dernier. C'est quand même génial, je trouve, d'avoir le culot de dire ça. C'est extraordinaire. Hein. C'est vrai, depuis Martine Aubry, on n'avait pas entendu ça. Il y avait eu un sondage comme ça sur le pays le plus corrompu du monde. Et le Mexique était arrivé deuxième. Et qui c'était le premier? Eh ben, c'était le Mexique, mais ils avaient payé pour être deuxième. Christine Bravo je vous signale, chers auditeurs, pour ceux qui écouteraient l'émission régulièrement, que Christine Bravo est en train de se claude-sarotiser, car elle nous a déjà raconté 2 fois cette anecdote la saison dernière. Oui, mais à propos. Là, elle était à propos. Là, elle est à propos, mais la dernière fois aussi, je vois pas pourquoi d'un seul coup. Oh, écoute, tu gardes ça roule jusqu'à 82 piges parce qu'à radote, tu peux me prendre à mon âge quand même. Attention, qui a-t-on surnommé le cure-dent quand elle était encore à l'école? Qui surnommait-on le cure-dent quand elle était encore Charlotte Gainsbourg. Audrey Hepburn. Non, pas Audrey Hepburn. Une comédienne. Une comédienne. Française. Pas française. Elle était maigre. Ah bah oui, pour qu'on la surnomme le cure-dent, elle était maigre. Elle est toujours maigre ou au contraire? Non, évidemment Angelina Jolie. Non, pas Angelina Jolie. Laurence Boccolini? Non. Mimi Mati. Non. Non, mais américaine. C'est pas le cure-dent, c'est l'écharde, on l'appelait. Qui surnommait-on le cure-dent quand elle était encore à l'école? Non, ce n'est pas une américaine. Une italienne. Une italienne. Ah oui. Monica Bellucci, non? Non. C'est une vieille. Qu'elle a bien. Claudia Cardinal. C'est la fille de Sophia Loren. Sophia Loren, bonne réponse de Stevie. On l'apprend à l'occasion d'un documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h35. Sophia Loren, le charme à l'italienne. Ça, comment tu dis cure-dent en italien, s'il te plaît? Parce que cure-dent, excuse-moi. On la surnommait sûrement pas le cure-dent. Comment je dis? C'était le Kiradante ou je sais pas quoi. Qui c'est? Moi, je peux vous dire comment on dit cure-dent en italien. Sophia Loren. Et toi, on t'appelait comment, Christine, à l'école? Chipolata. C'est vrai? La saucisse. En espagnol. Et donc, c'est pour ça que je te dis cure-dent. C'est horrible de cure-dent comme mot. Mais peut-être qu'en italien, c'est très mignon et très féminin. Mais c'est vrai, parce que chipolata, par rapport à saucisse, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que chipolata, c'est mignon. Ouais, c'est moins vexant. Vous n'aviez pas de surnom ici? Ah, Chipo, ah ouais. On va l'appeler Chipo maintenant. J'aurais mieux fait de me taire. Alors, on avait Joujou, on avait Titi, on avait Boubounet, ben maintenant on a Chipo. Ah, mais pourquoi je parle? Chipo, tu racontes des choses comme ça. Chipo, je ferme pas ma grande bouche. De son nom de famille, Polata. Et toi, Titeuf, t'as fait un surnom quand t'étais petit? Eh ben oui, Titoff. Ah, qu'est-ce qu'elle est bête. Alors, tu vois qu'elle est bête. Oui, mais ça, c'est pas un surnom, c'est un diminutif. C'est pas pareil. Bah oui, Christophe, il s'appelle Christophe au départ. Chipo, c'est pas le On était 15. Il y avait Chris, Titoff. Bah oui, Christine. Et vous, Joujou, on vous appelait pas déjà Joujou à l'école? Ah non, pas cette époque-là. Non, ça c'est très récent, Joujou. C'est très récent. Et puis à la limite, tant mieux, tu vois. Si ça dure pas trop longtemps, ça m'arrange. Stevie, je suis sûr qu'il a dû avoir des surnoms. Hein. Oh non, moi c'était la pile, parce que Stevie Wonder ou Boulette de Canigou Partners ou Quoi, PD. Comment PD? Il a une liste, lui. Attends, ton surnom c'était PD à l'école? Non, mes potes ils m'appellent pas PD quand même. C'est drôle. Heureusement. Non, mais c'était la pile, Stevie Wonder ou Boulette Canon, et je disais non, juste Canon. Ah ouais, voilà, ouais. De l'humour déjà. Ça va. Il remontait son jean, il partait tout seul comme ça, fier de lui, non. J'aurais bien voulu vous voir à l'école. Oh, j'étais gentil, sage. Ouais. C'est vrai? Au premier rang plutôt? Non, non. Et tu t'habillais en Mylène Farmer ou pas? Oh, non, pas du tout. Non, très simple. Moi, mes copains gays du collège, ils s'habillaient en Mylène Farmer. Elle existait déjà? Les gays? Les homosexuels, ça date d'il y a longtemps. Hein. Non, mais on parle de Mylène Farmer, elle est con. Mylène Farmer. Merci. Il y a eu la première Gay Pride d'ailleurs en Chine. La conversation. C'est pas une question? Les homosexuels, ça existe depuis longtemps. Mais oui, avant l'église catholique, c'était pas un péché de coucher avec un autre homme. C'est vrai? Bah oui, sur les fresques qu'on a pu retrouver, les anciennes fresques grecques, on voyait des hommes coucher ensemble. Dans les grottes de Lascaux,
on voit bien. Arrête, entre les deux, tu vois. Il y avait Néandertal. Oh, t'es Cro-Magnon, toi. Alors, on sent une nostalgie chez toi de l'époque des Néandertaliens. L'envie de s'habiller avec une peau de bête. Oui. Je sens chez toi quelque chose. Ils étaient habillés en peau de bite à l'époque. Ah, le bonheur. Ah là là, Laurent Ruquier qui regrette l'évolution. Et pas du tout. Je me moque de Stevie qui est en train de nous dire. Évidemment, Stevie, on le sait que l'homosexualité. Bah, c'est pas moi qui dis ça. C'est Chipo. Mais il y a bien quelqu'un qui a dit. Est-ce que ça existait déjà? Mais c'était Mylène Farmer. Mes potes gays au collège, ils s'habillaient en Mylène Farmer. Il y en avait 2-3, ils étaient habillés en Mylène Farmer. Moi, à cette époque, je me souviens parce que moi, je n'avais pas encore découvert ma sexualité. Il y avait un garçon, maintenant j'ai compris, qui aimait beaucoup Sheila. Et ben, c'est 15 ans plus tard que j'ai compris, parce qu'à 17-18 ans, c'est pas normal d'aimer Sheila. Dans les années 80, c'est fini déjà. Ah oui, dans les années 80, oui. Ah ouais. Tu vois le type qui arrive avec des bottes en cuir et puis qui chante Spacer. Bon, moi j'avais pas compris, mais maintenant je réalise effectivement. Pourquoi il était aussi gentil? Toutes les occasions que t'as perdu. Non, mais c'est vrai, on sait, quand on est gamin, on sait pas tout ça. Ouais. Vous, Stevie, vous saviez déjà alors? Non. Comment ça t'est apparu? Bah, une fois j'étais en boîte de nuit et puis c'est vrai que j'aime bien. Je me suis fait attraper. Non. C'est super. Non, j'étais en boîte de nuit, c'était le 31 décembre. J'étais dans une boîte gay. On a fait la chenille et puis j'ai dit tiens. J'étais dans une boîte gay puis il y avait un mec qui était plutôt mignon et puis je me suis dit bah tiens. T'étais dans une boîte gay, Stevie? Oui, j'étais dans une boîte gay. Oui, mais tu peux aller dans une boîte gay. Parce que la patronne était la petite amie de mon père quand elle était à l'école. Il s'avère qu'aujourd'hui elle est lesbienne et que le portier c'est l'un des meilleurs amis de ma mère. Donc voilà. Donc forcément vers 17 ans j'ai fini à la limite et que c'est quoi la limite? Bah, c'était la boîte gay du Mans. Maintenant ça ne l'est plus. Ah, ça s'appelle la limite. Ça s'appelait la limite. Tu l'as bien franchi la limite. Et donc voilà, ouais. Ah non mais je garde un souvenir c'est vrai que t'as été un peu aidé par tes géniteurs, quoi. Enfin, tu sais que j'ai déjà été conçu sur Gloria Gaynor, alors ça. Quoi? Ah bah voilà. Ah ouais. Ils ont mis tout. C'est-à-dire. I will survive. Arrête, j'ai déjà raconté cette histoire. Sur quelle phase, le début ou la fin? J'en sais rien. Allez, d'autres questions dans un instant. Décrypter l'actualité avec une pointe d'humour et une pointe de satire aussi. Eh bien, c'est en écoutant On va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses compères. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Gérard Bohélet, qui est président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. C'est marrant comme nom, ça, Bohélet. Et Monsieur Bohélet a envoyé un courrier à Monsieur Nicolas Sarkozy pour lui signaler que les jeunes vont sûrement fumer encore plus à cause de quoi? Des images sur les paquets de cigarettes parce qu'ils aiment bien le gore. Wow! Excellente réponse de Stevie. Comment tu sais ça? Parce que j'ai lu la presse. Effectivement, vous savez que bientôt il devrait y avoir des photos chocs sur les paquets de cigarettes comme il y en a dans certains pays à l'étranger. Et d'après Monsieur Bohélet, qu'on va prendre maintenant au téléphone, ces images finalement ne vont pas faire reculer les jeunes, mais au contraire, ça devrait leur plaire parce que les jeunes aiment le gore. C'est en tout cas votre point de vue, Monsieur Bohélet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Ah oui, je suis sûr. On voit bien aujourd'hui la télé-réalité. Les collectionneurs, ils vont faire des collecteurs de ces images. Et encore, les buralistes, une fois de plus, vont être montrés du doigt. Puis d'un autre côté, ça nous plaît pas non plus d'avoir nos commerces avec ces genres d'images chez nous, alors qu'on nous demande de nous diversifier. Alors ça, je veux bien, ça je comprends mieux l'argument, mais ce que je ne comprends pas, c'est effectivement pourquoi écrire, vous qui êtes buraliste et qui avez envie forcément de vendre le plus de cigarettes possible, pourquoi écrire au président en disant vous savez, à cause de ces images-là, les jeunes vont fumer encore plus. Bah, tant mieux pour vous. Non, mais nous, n'importe comment déjà, on distribue un tabac qui est un produit qui est légal, que l'on distribue pour le compte de l'État, et nous, on n'est pas là pour en vendre plus, pour faire la promotion, dire acheter du tabac, c'est bien pour votre santé, on n'est pas là pour ça. On distribue un produit, mais distribuer un produit avec des images comme ça qui sont vraiment pas belles et que les jeunes en plus vont en faire collection, moi je trouve ça que c'est dommage. Pour la jeunesse, on peut faire autre chose, on peut faire de la pédagogie pour dire aux jeunes de ne pas fumer au lieu de mettre des images comme ça. Et les images, elles sont des deux côtés du paquet?
Ah bah, d'après ce que je... Oui, sinon il y a qu'à retourner le paquet, quoi. Ils en mettront les deux paquets, des deux côtés. Des deux côtés. Merde. Sur la tranche, alors. Vous avez eu un buraliste, vous avez déjà été chez un buraliste? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Quand vous voyez, je suis un très bon joueur de baby-foot. Ah ouais, faire baby-foot, quand vous voyez, ça va être tout saignant derrière moi, je veux dire, je suis un peu gêné quand même. Complètement. Hein, ou alors, il faut que ça soit Halloween, quoi. Vous déguisez vous aussi, quoi. Voilà, on va se déguiser aussi, puis on va mettre du sang partout, ça va être sympa. Il va y en avoir combien des images différentes? Parce qu'ils vont faire une collection, mais s'il y a 3 photos, ils vont en acheter 3 et puis ça va s'arrêter là. Il y a une photo de Mme Bachelot sur un paquet, je crois. On comprend votre point de vue. C'est vrai que tel que c'était présenté, ça me faisait un peu rire, évidemment, l'idée que vous écriviez au président de la République en disant « Ah, c'est pas bien ce que vous faites, les jeunes vont fumer plus. » Alors que bon, voilà, c'est quand même votre but d'en vendre. Non, mais nous sommes des citoyens comme les autres, nous avons des enfants, et moi, je suis pas là pour que les jeunes fument plus, au contraire. Christine voulait intervenir. Moi, je veux dire que ce qui me gênait davantage que les images sur les paquets, c'est les cigarettes à la vanille, les cigarettes à la fraise, les cigarettes au chocolat, qui effectivement leur donnent envie de sucer une cigarette à 13-14 ans. Et pour moi, ça, c'est plus dangereux que les images. Bien sûr, mais n'importe comment, ça va être retiré. Et puis, franchement, c'est pas une vente. Ça va être retiré? Oui, paraît-il que ça va être retiré, mais c'est pas une vente importante, ça. Moi, franchement, j'en vends pas ce genre de produits. Mais il faut laisser les gens acheter des clopes et puis laisser ça comme ça. De toute façon, on est 7 milliards, on va être trop sur la planète. Il faut bien que les gens crèvent de quelque chose. Non mais c'est vrai. On arrive déjà même pas à donner à bouffer à 3 milliards de nos concitoyens. Imaginez avec 1 milliard de plus. De toute façon, on peut continuer à fumer puisque la grippe A va nous tuer avant. Oui. Oh, bon, ça va alors. Non, bien, avec le masque, on aura du mal à fumer n'importe comment. Allez, on vous remercie, monsieur Gérard Boëlet, président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Mais avant, on écoute évidemment la suite d'On va se gêner sur Europe 1. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez podcaster l'émission, rien de plus facile, vous allez sur le site europe1.fr. Qui a eu une malchance sur 127? Et je peux même vous dire qu'il a dit c'est vraiment pas de bol, j'avais seulement une chance sur 127. De qui s'agit-il? Donc il avait une chance sur 127. C'est du sport. Mais il a pas. C'est du sport. Une chance sur 127. C'est Raymond Domenech. Non, c'est pas Raymond Domenech. C'est du foot ou pas? C'est pas du foot. C'est ce que c'est en France. Ça ne se passera pas en France, mais ça concerne un Français. C'est l'Europa League? Non. C'est pas du foot. C'est un Français qui dit vraiment pas de bol, on avait une chance sur 127. Enfin, j'avais pardon. De tomber sur une équipe ou contre quelqu'un. Exactement. Nadal, c'est Gasquet contre Nadal. C'est Richard Gasquet contre Nadal. Bonne réponse de Titoff. Ah oui, au premier tour de l'US Open, il est face à Nadal. Premier tour de l'US Open, Richard Gasquet qui a vraiment pas de bol en ce moment. Tirage au sort, et il le dit lui-même. J'ai appris le tirage par texto, dit-il, alors que je revenais d'une séance d'entraînement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas facile comme tirage, c'est pas très drôle. En plus de tous les joueurs, Rafa, c'est ainsi qu'il surnomme Raphaël Nadal. Rafa a été de loin le plus sympa avec moi pendant l'affaire. Il a eu des mots vachement gentils. En plus, c'est un champion exceptionnel. En gros, il dit qu'il va perdre, non pas parce qu'il est moins bon que lui, mais il va perdre parce que l'autre a été sympa avec lui. Ouais. Et là, il a pas de bol, c'est sûr. Il tombe sur Nadal au premier tour de l'US Open et il dit c'est vraiment pas de bol, une chance sur 127 de tomber sur lui, mais je me dis que c'est déjà beau d'être là, que je vais essayer de faire mon match, de lâcher quelques beaux coups et que je vais surtout prendre du plaisir. Ce n'est pas la fin du monde, des jours meilleurs arriveront. J'ai vécu bien pire ces derniers mois. Par exemple, le tournage de la pub Head and Shoulders, ce qui va me permettre de demander parce que vraiment, Titoff, je trouve que... Quoi? Comment ça? Mais non, c'est pas de la cocaïne, non, c'est des pellicules. Non, je peux pas. Parce qu'hier, il y a plein de potes, c'est vrai c'est une sale histoire pour lui, après, de rabâcher comme ça. Oui, c'est dégueulasse. C'est pas bien ce que vous faites, Titoff. Mais grâce à Eden Shooter, mes pellicules, c'est disparu. Là, il venait de perdre en plus contre le 458e mondial. Alors évidemment, tomber sur Nadal, c'est pas de bol parce que ça. Bon, remarquez, parfois il y a des bonnes surprises. Voilà, il peut d'un seul coup être oui, c'est ça. Voilà. Être beaucoup plus fort qu'avant. Voilà, il peut être, je sais pas moi. Imagine qu'il y a une gonzesse qui l'embrasse avant le match. Je pense que ça s'est psychoté. Non, ça s'est réellement passé comme ça. C'est vrai? Ouais. Vous avez déjà vécu ça, qu'une fille vous embrasse? C'est vrai que les filles, quand même... moi, c'est déjà arrivé qu'une fille m'embrasse et qu'elle soit positive après.
Non mais c'est vrai, ça arrive parfois quand on se roule un patin, on se passe des trucs, c'est évident. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi je pense que ça s'est réellement passé comme ça. De la mayonnaise. Mais oui, des trucs qui restent. Non mais vu la quantité qu'ils ont trouvé, le pauvre, c'est vrai qu'on a tellement, parce qu'après on rit, on charrie, mais bon, c'est pas un consommateur. Je pense que ça s'est réellement passé comme ça. Ah moi je suis pas buccal. Elle a dû s'en passer. J'ai toujours détesté rouler avec des patins. Je le fais, mais je préfère lécher la lèvre de mon partenaire que de mettre. Ah, je vais dégueuler là. Arrête, je vais vomir. Arrête ça. Attends, ça me dégoûte. Non, dégoûtez pas les autres. Ce qui me fait surtout rire, c'est que si c'est ça le dérange pas. Ça c'est vrai. T'as roulé une pelle, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Il est comme les Américaines. Pourquoi pas faire la bise aussi? Non, c'est plus propre, je trouve. Enfin, de toute façon, avant, c'est la douche. Donc. Mais tu peux le faire laver les dents aussi au mec. Voilà le slogan de Stevie, la douche, mais pas la bouche. On se retrouve après la pub. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices, tous très en forme. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Hier, à Arras, Madame Valérie Pécresse, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, a inauguré une nouvelle résidence étudiante. Quelle était la particularité de cette résidence étudiante pour qu'on en parle tant dans les journaux? C'est facile. Elle était 100% écolo? Elle est en bois préfabriqué. Non, pas du tout. Elle est préfabriquée? Non, pas du tout. Si, je l'ai vue. Non, puisque je vous dis non. Ah, arrête de répondre. Pas celle d'Arras, en tout cas. Il y aura effectivement, vous avez raison, c'est vrai, des résidences étudiantes qui seront en préfabriqué, certaines même dans des conteneurs, c'est ce qui est prévu, parce qu'il n'y a pas assez de logements pour les étudiants pour la future rentrée universitaire. Mais il y a encore une autre astuce qu'a trouvé le ministère de l'Éducation nationale. On en avait d'ailleurs déjà parlé l'an passé, puisque la décision a été prise il y a déjà plusieurs mois, sauf qu'hier, c'était l'inauguration. Avec une caserne. Dans une caserne d'Arras. Bonne réponse. Avec les pompiers? Mais non. Ça y est, il va prendre les études. Ah, ça y est. Il s'inscrit à la fac. Pas une caserne de pompiers. Je sais pas, moi tu me dis à la caserne, pour moi c'est avec les pompiers. Ah bah alors là c'est que du bonheur. Voilà, les fantasmes c'est la caserne et la prison. Et la prison. Mais non, ils ont réhabilité une ancienne caserne qui devient donc une résidence étudiante. Il y aura la même chose d'ailleurs à Bordeaux, à Marseille, à Nantes, à Paris et à Toulouse prochainement. Mais la première à avoir été inaugurée, c'était hier à Arras. Madame Pécresse a inauguré ses 34 chambres. C'est pas beaucoup, finalement. 34 chambres, ça veut dire, à moins qu'ils mettent 2 étudiants par chambre, mais ça fait jamais que 34 étudiants. Mais chaque chambre équipée d'une cuisine avec fenêtre et salle d'eau séparée. Les étudiants d'Arras en caserne. En plus, il y avait une chanson, non, Arras, avec l'ami Bidas. Oui, absolument. Hein, c'est ça. Donc, il n'y a plus d'ami Bidas à Arras. Tu vas nous faire croire qu'il connaît les chansons avec l'ami Bidas. On va la retrouver, les paroles et le texte de la chanson. Super. Ah bah oui. Mais ça dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, ça, cette. Enfin, en tout cas, surtout les gens d'Arras, ouais. Mais oui, avec l'ami Bidas, chef-lieu du Pas-de-Calais. Attendu Il qu'on manque un truc. Attendu qu'on ait. Une connasse. Non. Attendu qu'on est natif tous deux. Du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais. Il y a un truc comme ça. Alors après. Ah ouais, voilà. Peut-être qu'on pourrait appeler Madame Pécresse pour savoir. Quoi? C'est des gens genre. Ah si, moi je suis capable. Vous voulez pas appeler le ministère de l'enseignement supérieur? Tu vas pas appeler Pécresse? Ah ben si, ça m'amuse. Avec l'ami avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais. Attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Tac. Et alors, c'est qui le chanteur de ça? Parole de Louis Bousquet, un grand résistant. Grand résistant, oui. Musique d'Henri Melfet, voilà. Mais on sait pas qui chantait. C'est une chanson qui date de 1958. Et voilà, ça c'était de la vraie chanson, vous voulez que je vous dise. Quand je suis parti avec ma classe pour venir ici faire mes 3 ans, à l'époque c'était 3 ans, on est compte un peu, hein. Le cousin m'a dit, il y a le fils Bidas qui va dans le même régiment, tu devrais faire sa connaissance. J'ai fait ce que m'a dit le cousin, et depuis que je sers la France, Bidas c'est mon meilleur copain. Quand on n'a pas eu de punition, on a chacun sa permission. Attention, refrain. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne, et les bras ballants devant les monuments. Dans les rues on se promène, ça nous fait passer le temps. Attends, on a chacun la sienne. Il parle de quoi, là? La permission, je pense. Le dimanche matin, il y a des bobonnes qu'elles s'en vont faire leur marché.
C'est une autre époque. Hein. Nous, on en connaît 2 mignonnes et on va les regarder passer. Pendant qu'elles sont chez la fruitière, sur l'autre trottoir, nous les regardons. Puis de loin, sans avoir l'air, on les suit jusqu'à leur maison. Elles se méfient pas, elles n'y voient rien. Ça fait comme ça, on s'amuse bien. Ah oui. Et ils vont être contents, les enfants qui habitent à Arras. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. On a chacun la sienne. Et quand elles sont dans leur... Ah, attendez, ça change. Et quand elles sont dans leur appartement, on regarde les persiennes. Ça nous fait passer le temps. On peut repasser, c'était quoi l'année dernière déjà, le Suce ma bite pour la Saint-Valentin? Chanson interprétée par Fernandel à l'époque. Voilà. Tu vois, je l'avais Bah, dit. voyez. Non, Elle avait dit Fernand Renoux. Non, après j'avais dit Fernandel. Elle a dit Fernandel. Ah, non, mais c'était important de rappeler le texte de cette chanson, puis de voir que finalement les chansons étaient aussi cons il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Sinon plus quand même. Ah oui, là, c'est vrai. Inoubliable. Pierre Bénichou est toujours là, nous dit les chansons avant, c'était quand même autre chose. Il y avait du texte. Hein. Ça, pour y avoir du texte, il y a du texte là. Avec l'ami Bida. C'est marrant, moi je voyais ça beaucoup plus vieux que 58, c'est vrai. Hein, j'appellerais quand même bien Mme Pécresse si on a le numéro. Oh oui, elle va aimer cette chanson. Oui, pour ça, si elle connaît. Et puis appelle Fernandel aussi tant qu'on y est. Là, pour savoir si... Ça serait capable. On appelle le ministère de l'enseignement supérieur. Qui est encore en vacances. Nous sommes vendredi, il est presque 17h. Hein. Pensez-y. Michel, bonjour. Bonjour, c'est Laurent Ruquier à l'appareil sur Europe 1. Ah, bonjour, monsieur Ruquier. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous-même. Pas mal. J'aurais voulu savoir si Mme Pécresse était au ministère aujourd'hui, si on avait le moyen de l'avoir au téléphone. 30 secondes, hein, c'est pas plus longtemps. Ne quittez pas, merci. Monsieur Ruquier. Ministère de l'Éducation nationale, avec l'ami Bidas et de la recherche. Nous vous prions de patienter quelques instants. Nous recherchons votre correspondant. Ah, c'est pas mal, c'est le ministère de la Recherche et il recherche le correspondant. C'est déjà un début. Higher Education and Research. Please hold the line. The extension you required is currently busy. Monsieur Ruquier? Oui. Est-ce que je peux avoir vos coordonnées? On va vous rappeler. Oui, bien sûr. C'est Laurette qui va vous prendre et va donner le numéro. D'accord? D'accord, très bien, merci. Monsieur Ruquier. De toute façon, on essaiera de la voir, si ce n'est aujourd'hui, dans les jours prochains pour parler ensemble avec l'ami Bidas. Non, je vais pas recommencer. On se retrouve tout de suite après les infos de 17h et nous sommes là jusqu'à 18h30. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Jusqu'à 18h30, nous sommes ensemble avec Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Titoff et 2 auditeurs qu'on va prendre en ligne dans un instant. Mais d'abord, Christine, je voudrais vous faire plaisir parce que vous aviez raison. Cure-dent en italien, c'est beaucoup plus joli qu'en français. Et certes, si on surnommait Sophia Loren le cure-dent quand elle était à l'école, c'était en fait Stuzzicadenti. Tout de suite, ça sonne. C'est mieux que Chipolata, c'est sûr. Stuzzicadenti. Vous êtes content de Chipo? Oui. Céline et Philippe sont prêts à jouer. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Vous habitez Saint-Germain-les-Corbeilles. Tout à fait. C'est dans l'Essonne. Oui, dans le 91. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis commerciale dans le tourisme. Commerciale dans le tourisme, c'est-à-dire vous vendez des voyages ou... Je vends des voyages de groupe aux comités entreprises, aux associations et aux amicales. Un peu comme la maman la maman de Jérémy Michalak. Qui fait ça aussi. Ah oui. Mme Joujou, elle vend des voyages aussi, c'est ça. À beaucoup de gens du show business. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous faites à Paris? À Paris, vous vivez, c'est sûr, mais votre métier? Moi, je recherche un poste. Voilà, dans le commercial export. Sur la Russie ou l'Iran. Oula, ça doit se trouver ça, parce que du trafic d'armes. L'Iran, oui. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller en Iran ou en Russie. Mais ce sont des pays vraiment intéressants, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays-là. Alors, je vous souhaite de trouver, si quelqu'un entend votre appel sur notre antenne, à mon avis, on devrait avoir des nouvelles et peut-être trouver. Et vous avez des diplômes, une spécialité Oui, commerce international. Commerce international, oui, ça j'imagine. L'expérience, j'ai vécu 2 ans à Moscou. D'accord. Et les Привет, как дела? Очень хорошо, спасибо. Ce Titoff, il est incroyable. Hein. Il est devenu, aujourd'hui, il nous fait du classique, il imite Richard Gasquet, il parle russe. C'est fou, ça. Vous pouvez faire la pub de Richard Gasquet en russe? C'est cocaïne. Attention, Philippe, Céline, voici la question très
difficile, je dois dire, sauf si vous avez lu l'Express qui vient de sortir en kiosque, puisque c'est dans cet hebdomadaire, l'Express, que j'ai trouvé cette question, en tout cas tout au moins, la réponse à la question que j'ai imaginée. Pourquoi certains jeunes achètent-ils des finger baskets? Pourquoi certains jeunes achètent des finger baskets? Merci de répéter. Donc elle a un assistant. Pourquoi certains jeunes achètent-ils des finger baskets pour réaliser des figures incroyables avec leurs skates? Pour réaliser des figures incroyables avec leurs skates. Avec leur skateboard. Est-ce que c'est des chaussures avec un grip en dessous qui permet d'accrocher à la planche? On n'a pas eu les 5 secondes. Hein. Ah non, mais de toute façon, c'est pas ça. Ça se mange? Les finger baskets? Non, pas du tout. Pourquoi les jeunes achètent-ils des finger baskets pour réaliser des figures incroyables avec leur skateboard? C'est aimanté? Elles sont aimantées? C'est aux États-Unis, c'est en train d'arriver en France. Ce sont pas des chaussures. Non, finger baskets, parce qu'en fait, à mon avis, c'est... C'est le gâteau, les finger baskets? Du tout. Ah, c'est des baskets pour les mains? En fait, c'est comme... C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des baskets pour les mains, pour éviter de se faire mal, ça maintient... C'est pas des baskets. C'est des gants alors, c'est des gants pour tenir sur le métal, pour éviter de glisser antidérapant. Pour tenir le skate quand il saute en fait. Et ça tient, ça évite de se casser les mains, alors, il y a les doigts. une partie de la réponse, parce que effectivement les finger baskets sont pour les mains, plus particulièrement pour les... C'est des gants qui collent au sol? Oui, pour les doigts. Mais c'est pas... des gants à ventouses? Alors ce sont des gants, mais c'est pas du tout pour coller au sol. Coller au plafond? Non, coller au skate. Qui permettent à se coller les uns aux autres? Non, vraiment. Pour s'accrocher les uns aux autres. Il vous manque vraiment la réponse. Ah, s'accrocher aux vitres. Non, il vous manque un élément essentiel. Tu fais du skate sur les vitres. Bah oui, j'ai envie de sauter du wall. Il y a des roues sur les gants. C'est pas du tout. Vous n'avez absolument pas trouvé pourquoi il faut qu'ils mettent quelque chose au bout de leurs doigts. Est-ce que ce sont des skates habituels ou ils sont... Non, alors, l'originalité de ce skateboard, c'est quoi? Le skate, il a des doigts. Non, ça c'est... comme un pied, non? Non, bien sûr, il fait du stop. Ah, je vous avais dit que c'était pas facile. C'est une grosse main. C'est une grosse main. Non. Ils sont debout, ils sont Vous allez sur voir, le ça skate sur les mains. Non, ça arrive en France, hein, et ça fait un malheur aux États-Unis depuis un moment. Et les jeunes, alors. Ah oui, il y a 1 million de ce genre de skate qui va être écoulé sur le marché en France. Non. Et ça fait un tabac depuis... Ah, mais c'est les mini skateboards sur lesquels on joue avec les doigts. Des skateboards miniatures. Bonne réponse de Céline. C'est des mini skates qu'on fait rouler avec les doigts, quoi. Ouais, je vois ce que c'est. Ce sont des skateboards miniatures, comme on avait des petites voitures miniatures. C'est mon beau-fils qui en a un petit. Voilà, et ça fait un malheur à l'école parce qu'ils jouent en classe, évidemment, avec ça. C'est dangereux en plus. Et ils peuvent faire, ils peuvent faire des figures incroyables sur les classeurs, sur les tables d'école. Et évidemment, ils achètent en plus pour se perfectionner maintenant des gants spéciaux, des finger baskets qui leur permettent de faire des figures à leur mini skateboard, car ce sont des skateboards miniatures. Mais on peut monter dessus des figures manuelles. Toi, oui, peut-être. Ah, d'accord. Vous pouvez monter dessus, mais les autres, non. Enfin, sans les gants. Le jouet peut s'utiliser partout, y compris à l'insu des professeurs, nous raconte Sacha Nokovic dans l'Express. Le classeur d'école devient un tremplin, le clavier d'ordinateur une rampe de compétition, le lavabo permet d'enchaîner les figures les plus extraordinaires et les plus extravagantes avec le mini-skate. Il y a aussi des mini-snowboards, des mini-vélos BMX. Ce sont des finger toys, on appelle ça, des jouets pour les doigts, des jouets pour les mains. Et Spin Master, le leader du marché, va en écouler 1 million en France, là, dans l'année qui vient. À mon avis, ça va faire un malheur dans les écoles, cette affaire-là. Hein, surtout si on peut faire ça à l'insu des profs, c'est quand même ça qui est intéressant. On peut même voir des vidéos sur le net, des figures réalisées par les mini-skates. Et il y aura un championnat de France de skate à Montpellier qui aura lieu les 12 et 13 septembre prochains. Voilà. C'est des Rosado qu'ils n'oublient pas de l'enlever quand ils sont avec une fille, quoi. Pourquoi? Donc elle a gagné, la demoiselle. Oui, d'autant que Philippe a été totalement inexistant sur ce coup-là. Bah, c'était pas facile. Ah non, ça c'était pas facile. Sur Google, j'ai rien trouvé. Mais peut-être vous allez trouver un emploi, c'est ce qu'on vous souhaite. Mieux, en tout cas, Philippe, pour partir en Iran ou en Russie en tant que commercial, puisque vous êtes spécialiste en commerce international. Quant à vous, Céline, vous gagnez des places pour aller au cinéma voir le film de Woody Allen, Whatever Works. Vous l'avez pas vu encore? Non, pas encore, non. Joueuse, le film avec Sandrine Bonner de Caroline Bottaro. C'est un bon film? Ouais, c'est un bon film. Parfait. Bon choix. Des livres, le livre d'Amélie Nothomb, dont on parlera tout à l'heure, Le Voyage d'hiver chez Albin Michel, le livre de Philippe Delerme, qui était notre invité d'honneur hier avec son nouveau bouquin, donc Quelque chose en lui de Bartleby, qui est publié chez Mercure de France, puis des tas d'autres cadeaux et invitations. Bravo à vous
Céline. Par contre, je peux vous demander quelque chose? Oui, Céline. Et notamment à Christine Bravo, parce que c'est une de mes chroniqueuses préférées avec Michel Bernier. Je la trouve super sympa. Ouais. Et j'ai un petit garçon qui a 8 mois, Gabriel. Il faut l'adopter. Il est 24 décembre en plus. Oh, c'est mignon. C'est un petit cadeau du ciel. Il pèse combien? Je suis fan de ses fringues parce que j'ai acheté pas mal de pulls chez elle. Ah, vous avez acheté chez moi déjà? Oui, sur le site internet. Qu'est-ce que vous voulez alors comme Et en fait, j'aimerais bien avoir le body tout simple, Bravo Hollywood. Mais comme il a 8 mois, il est assez costaud, il me faudrait en 18 mois par contre. D'accord, ça part, mais j'ai pas de body. C'est que vous avez parlé de Michel Bernier, quoi. Mais j'aime bien aussi, je l'adore. Oui, mais c'est ça le problème, justement. Il fallait parler que de Christine pour avoir. C'est une erreur, ça. C'est une erreur. Excusez-moi, il y a pas de body tout simple, Bravo Hollywood. Ça existe pas. Ah, d'accord. Ce que vous voulez, peu importe. Ok, d'accord. C'est très je beau. vais vous envoyer Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans Ouin. C'est une nouveauté. Ah, qu'est-ce que vous comprenez pas dans Ouin? Faut bien le faire pour qu'on comprenne. Merci, refais-le. C'est de la pub. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans Ah, j'en ai fait moi, je fais de la pub auprès de toutes mes copines parce qu'elles sont aussi fans de vous, en fait. J'en ai fait des TGV pour arriver à imiter le bébé. Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Où compte-t-on 3 femmes sur 23 candidats? Où compte-t-on 3 femmes sur 23 candidats? C'est quelque chose qui se passe en France? Pour le congrès des primaires ouvertes, là, ou je sais pas quoi. Quoi donc? Les primaires. Au PS. Il y aurait que 3 femmes. Est-ce que ça Ils sont quand même pas 23 candidats. Ils sont nombreux au PS, mais pas 23. Est-ce que ça se passe en France? Non. Et Koh-Lanta? Non, pas Koh-Lanta. Ah, C'est ça un jeu. reprend ce soir, Koh-Lanta. Ah ouais. Mais ça se passe pas du tout à Koh-Lanta, Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est en Thaïlande. Là, ça se passe en Indonésie. En Micronésie. Un peu comme chez nous. C'est pas pareil. Vous aimez Koh-Lanta? C'est génial, Koh-Lanta. Ouais, je trouve ça marrant, mais non, moi j'aimais pas ça avant, mais devant votre engouement, j'ai regardé. Ce serait bien qu'on fasse Koh-Lanta avec les gens de la bande. Ah bah, il prévoit un Koh-Lanta spécial avec des anciens sportifs. Pas avec nous, hein, mais avec des anciens sportifs. Nous, ça serait drôle avec Bénichou, Christine. Et puis Quelle horreur! Nous, on le ferait dans un club med, quoi. Oh, putain, allez, la sangria. Putain, Koh-Lanta aux Seychelles. C'est la 9e édition de Koh-Lanta. Il y a 8 millions de téléspectateurs en moyenne, hein, qui regardent Koh-Lanta. Et effectivement, on a les noms des nouveaux candidats. Ils ont eu 30 000 candidats, on est loin de 23, vous voyez. 30 000 candidats qui voulaient participer. Bon, ils ont retenu, je sais pas combien, qui sont à participer à ce jeu. Et effectivement, ils s'éliminent entre eux. Il y a 16 à 18 candidats. Voilà, j'ai le chiffre qui vont s'éliminer au fur et à mesure tout au long des semaines. Et c'est vrai que les voir survivre au fond de la jungle, c'est quelque chose. Je vous imagine. Ouais, ce que j'adore, c'est qu'au début, à chaque fois, ils savent pas quoi manger. Puis il y en a un qui revient, dit j'ai trouvé des petites baies rouges là-bas derrière un arbre. Et 2 jours après, il y a tout le monde qui a la chiasse sur l'île. Chaque fois, et tu sais pas quoi faire. C'est le meilleur régime, Koh-Lanta. Ah ouais. Dans cette émission, on parle beaucoup de régime. Ils perdent entre 7 et 12 kilos par session, les candidats qui vont là-bas. C'est énorme. Et ils vont prendre en tout cas des personnalités bientôt pour un Koh-Lanta spécial. Ingrid Betancourt a dit non, hein, évidemment. mais il y en a certains qui, paraît-il, ont dit oui. Ils aimeraient avoir Zinedine Zidane, mais il a dit non. Marie-Jo Pérec, elle a dit non. Pourquoi vous... Parce que déjà, le rendez-vous en terrain connu, tu veux pas y aller, alors. Il y a 18 médecins, 3 ambulances qui te suivent dès qu'il y a un moustique, un chasseur de moustiques avec une épuisette. Donc l'autre, je l'imagine, à Koh-Lanta. Sans feu à Koh-Lanta. Ouais, c'est ça. En train de manger des patates douces. Tu veux pas faire en terrain connu? Non, moi je veux pas. Oh. T'as bien raison. C'est marrant. Bon, alors 23. Alors, on s'est éloigné de ma question. Où trouve-t-on 3 femmes sur 23 candidats? Alors, est-ce que ça se passe en Europe? Christine, excusez-moi, je reviens, mais ils veulent te le faire faire, toi, t'es inconnu. Ils veulent t'emmener dans le 10e arrondissement. Il y a un jeu. Non, c'est pas un jeu. Et c'est pas en Europe. C'est pas en Europe. C'est politique. C'est politique. 23 candidats à une élection. Ouais. Aux États-Unis pour remplacer Ted Kennedy au Sénat? Non. Aux États-Unis? Non. En Amérique du Sud? C'est dans un pays. C'est dimanche prochain et je vois que hélas, vous ne suivez pas bien l'actualité. En Afghanistan. Non, c'est en Afghanistan, c'est passé déjà. C'est en Asie? Non. C'est en Australie? C'est en Afrique. En Birmanie. C'est en Afrique. Ah, c'est chez Bongo. Oui, Omar Bongo. Le nouveau président du Gabon. Sûr. C'est le fils Mais qui oui, se c'est le fils présente. Bongo qui il a contre Qui a gagné. Oui, il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Il a déjà prévenu d'ailleurs que s'il perdait, il appellerait l'armée. Donc ça va. C'est où? Au Gabon. Au Gabon. Bonne réponse de Stevie. Il fallait le dire quand même. Ah, mais c'est ça que vous attendiez?
C'est évident. Je voulais qu'on le dise. C'est au Gabon qu'on va évidemment élire le successeur d'Omar Bongo. Ce sera peut-être effectivement son fils qui s'appelle Bongo lui aussi, mais il y a 23 candidats en tout, 3 femmes, et là-bas évidemment on soupçonne les élections de dimanche d'être un peu trafiquées, d'autant qu'il y a quand même, écoutez bien, sur 1,5 million d'habitants dans le pays, on annonce 800 000 personnes inscrites sur les listes électorales. C'est-à-dire bébés. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un pays où il y a énormément de jeunes, le Gabon, qui ne sont pas en âge de voter. Donc le nombre est déjà impossible. Il y a 800 000 électeurs. Il y a les girafes. Et les éléphants. Alors, c'est quand même assez curieux. Alors, il y a quelqu'un qui témoigne, qui dit, moi, je vais donner ma voix de toute façon au fils de Bongo, à Ali Bongo. Moi, j'ai un bon argument pour ça. Écoutez, il est déjà riche. C'est l'homme qu'il nous faut. Il n'aura pas besoin de nous voler. Ça, c'est pas con. C'est pas bête. Finalement, pourquoi pas. Mais évidemment, on soupçonne aussi la France de se mêler un peu trop de ces élections. Vous y croyez ? J'ai entendu une interview de lui absolument extraordinaire. Il en a accordé une. C'est rare qu'il parle, cet homme. Il dit, on lui demande, mais avec quel argent vous avez, parce qu'il paraît que ça a coûté une fortune, sa campagne électorale, une fortune dans un pays où il n'y a pas d'école et où il n'y a pas de route, quand même. Bon. Et il a répondu avec mes biens personnels. Or, ces biens personnels, on sait ce que c'est, les biens personnels. C'est le pillage de papa depuis des années. Élection dimanche prochain au Gabon. On aura les résultats ce soir. Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Titoff et 2 jeunes femmes, Isabelle Motro et Christine Bravo, entourent Laurent Ruquier en ce vendredi 28 août sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Une question intelligente est demandée au micro principal. Merci. Sergueï Mikhalkov, ou si vous voulez que je vous donne son nom en entier, Sergueï Vladimirovitch Mikhalkov est mort hier à l'âge de 96 ans. Il est le père des célèbres cinéastes Nikita Mikhalkov et Andrei Konchalovsky. Je dis ça pour Isabelle Motro, notre spécialiste cinéma. Mais surtout, que laisse Sergueï Mikhalkov à la Russie? C'est l'hymne national, les paroles de l'hymne national. L'hymne national, bonne réponse de Philippe Alfonsi. Laurent, ce qui est beaucoup plus drôle, c'est qu'il a écrit l'hymne national en 44 à la gloire de Staline. Exact. Bon, et que là, il vient d'écrire l'hymne national en changeant juste les paroles à la gloire de Poutine. Et entre-temps, il l'avait fait à la gloire de Lénine. De Lénine, exactement, parce qu'il fallait quand même effacer Staline. Et non, mais c'est un des formidables caméléons de ce pays. Mais il changeait juste les noms ou il change quand même? Il changeait juste les paroles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hymne reste le même. L'hymne n'avait plus de paroles. À un moment donné, ils ont gardé uniquement la musique que lui n'avait pas signée. Elle était signée Alexandre Alexandrov. Les premières paroles, c'était: le grand Staline nous a poussé à servir le peuple. Il a inspiré notre travail et nos actes de bravoure. Ouais. Effectivement, après, dans les années 50, Khrouchtchev a fait supprimer les paroles, jusqu'à ce que dans les années 70, Sergueï Mikhalkov retravaille et remplace les références à Staline par des références à Lénine. Puis la Russie a adopté ensuite un nouvel hymne après la désintégration de l'URSS, quand la Russie est devenue la Russie et que c'était plus l'URSS. On a abandonné l'hymne de Mikhalkov, mais en 2000, Vladimir Poutine, fraîchement élu au Kremlin, a décidé de ressusciter l'hymne de Mikhalkov et lui a demandé de changer encore les paroles. C'est une histoire absolument hallucinante. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours la même rime. Oui. C'est ça, c'est pratique quand même. Alors on quitte la Russie pour les États-Unis parce que le grand disparu de la semaine, c'est Ted Kennedy. Alors Christine Bravo avait raison là, juste pendant la pub, elle nous disait mais qu'est-ce que Alphonse va bien pouvoir nous dire sur Ted Kennedy qu'on ne sait pas déjà? Ça fait 3 jours qu'on répète sans cesse, n'est-ce pas, que le dernier représentant, enfin le dernier patriarche du clan Kennedy, voilà, on rappelle immédiatement que ce clan est un clan maudit, tout le monde l'a rappelé, que Fitzgerald, le fondateur, était un sacré filou, que ce pauvre Ted a raté la Maison Blanche à cause de toutes ces frasques et ces scandales. Très bien. Ça, disons que c'est vrai. Bon, mais c'est le côté sombre de Ted, c'est le côté sombre du clan Kennedy. Mais ça ne l'a pas empêché, lui, de faire une carrière politique absolument extraordinaire et d'être le sénateur le plus influent et le plus écouté des États-Unis et par
toute la classe politique américaine. Ce garçon a été pendant près de 50 ans sénateur, réélu régulièrement malgré ses bitures, malgré ses scandales, etc. Il a jamais varié. C'est vrai que c'est un progressiste, c'est un fils à papa qui roulait dans des belles bagnoles et qui se saoulait la gueule, mais qui s'est battu pour les pauvres, qui s'est battu contre la ségrégation, qui s'est battu contre les lobbies des armes, avec un courage et une persévérance absolue. Qui était d'ailleurs pour la réforme de santé. Alors, justement, que veut faire passer Barack Obama en ce moment. J'y viens. Ce qui est poignant dans la disparition de Ted Kennedy, et c'est la seule chose, disons, nouvelle, et c'est de l'actualité, c'est que ce type disparaît au moment où allait se réaliser le rêve de sa vie. Ce pourquoi il s'est battu pendant toute sa vie politique, depuis la mort de John jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'instauration d'une sécurité sociale aux États-Unis pour que les pauvres qui puissent accéder enfin aux soins, parce que vous savez qu'il y a des gens qui depuis leur plus jeune âge n'ont jamais vu un médecin. Aux États-Unis, vous êtes obligé de passer par des assurances privées qui font payer à prix d'or la possibilité d'avoir accès aux soins et qui ont toutes les astuces juridiques pour le jour où vous avez un gros pépin pour surtout pas vous aider, pour pas vous payer. Bon, vous pouvez pas savoir ce que ça représente comme millions de dollars, ce marché de la santé aux États-Unis. Et vous savez que c'est la première grande crise que doit traverser Obama. Et si Ted Kennedy, ça va même beaucoup plus loin. Si Ted Kennedy a adoubé Obama, parce que c'est un peu grâce à lui qu'il a été désigné par le Congrès démocrate pour être candidat à la présidence. Contre Hillary. Contre Hillary. C'est uniquement parce que vraiment il l'a adoubé pour porter ce projet. Parce que vous savez que Obama vient justement de ces milieux de sociaux, c'était un éducateur social, etc. Bon. Et il l'a adoubé pour ça, pour faire passer cette loi. Et au moment où cette loi va venir au Congrès, au moment où il va falloir voter, il disparaît. Beaucoup d'auditeurs sont en tout cas très déçus que vous nous parliez de Ted Kennedy dans le disparu de la semaine, parce que certains espéraient, comme Stevie, que ce serait René des musclés dont vous nous parleriez. Bah oui, Christine. Oui, ça me fait de la peine. Bah voilà, évidemment, vous avez tous regardé les musclés, voilà, avec Framboisier, avec Rémi, avec Bernard Minet et donc René, qui était le saxophoniste à lunettes du groupe des Musclés. Ils étaient revenus il y a pas longtemps, souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, ils chantaient Nicolas et Ségolène. Reprise de Nicolas et Marjolaine. Voilà, On aurait pu aussi parler de Rosemonde Pujol, la journaliste, l'ancienne résistante. Oui, mais la merguez party, c'est plus important quand même. Non, mais Rosemonde Pujol, ancienne. Non, mais attendez, cette fille qui était ancienne résistante, qui a été décorée, qui était une fille formidable, et quand même, son dernier bouquin, c'était pour la défense du clitoris. Exactement. Mais oui, absolument. Un petit bout de bonheur, petit manuel de clitologie. Voilà. Et ça, je vais vous dire, dans l'hommage... C'est un livre que j'aurais pas. Ah non, mais elle fait des révélations formidables dans ce bouquin. Et dans l'hommage que lui rend le Figaro, il n'y a pas un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot là-dessus. Non. Elle a même essayé. Ça, ils en parlent dans l'IB, mais alors pas un mot sur le fait qu'effectivement, elle était quand même quelqu'un qui aimait le sexe et surtout qui voulait qu'on progresse. Et qui disait qu'on pouvait se masturber jusqu'à 100 ans et qu'il fallait absolument en profiter. Et en plus que le clitoris était beaucoup plus doté de beaucoup plus de qualité. Oui, de qualité que le phallus. Elle est décédée à l'âge de 92 ans, Rosemonde Pujol. Qu'est-ce que c'est le clitoris? On se retrouve après la pub avec Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour vous voulez Laurent, nous parler de la grippe en chanson? Ben oui, il paraît que les laboratoires pharmaceutiques se frottent les mains grâce à ce gel, justement, qui se vend très bien. Il va y en avoir 10 millions de flacons qui seront écoulés d'ici l'automne. On en voit sur tous les comptoirs à pharmacie, et c'est très cher en plus. Voilà. Ces gels antibactériens. Et vous avez aussi entendu parler de cette info un fabricant de poignées de porte qu'on ne peut ouvrir qu'avec le coude, qui lui aussi est en train de faire de bonnes affaires. J'ai entendu ça ce matin, effectivement. C'est avec l'avant-bras et son système, on arrive à ne pas toucher la poignée de la porte. C'est bien pour les toilettes, ça. C'est fait pour. Ça va être du dernier chic. Il y en a qui se mouchent pas du coude. Tout ça en chanson, donc. Non, là, je vais surtout parler des gels antibactériens. Il passe par-dessus les douanes, ce virus dont on nous a dit que des porcs mexicains infâmes l'auraient transmis au mariachi. Il va falloir qu'on s'organise, bientôt on n'aura plus le droit au boulot de se faire la bise à cause de cette saloperie-là. Mais y en a qui s'en plaignent pas. Tous les pharmaciens, toutes les pharmaciennes vont gagner plein de blé, plein de pognon. Gel désinfectant, pommade antibactérienne, c'est cool par millions de petits flacons.
Leur vente explose non d'une pipe, comme l'iPhone de chez Apple. Mais si on l'a dans le nez, la grippe, l'iPhone, lui, on se le prend dans l'œil. On aura tous des hygiaphones portatifs dès qu'on sortira. Dans notre pays des droits de l'homme, bientôt plus personne n'osera se promener sans sa burqa. Tous les pharmaciens, toutes les pharmaciennes vont gagner plein de blé, plein de pognon. Gel désinfectant, pommade antibactérienne, c'est coût par million de petits flacons. La même chose maintenant, mais pour éviter les postillons, on met le masque. Pour les pharmaciens, toutes les pharmaciennes vont gagner plein de blé, plein de pognon. Gel désinfectant, pommade antibactérienne, c'est coût par million de petits flacons. Bravo Serge. Bravo. Surtout en live comme ça, c'est pas évident. Ah, c'est chouette. C'est Diado et son orchestre. Ça va, les connaisseurs. Ça va un peu mieux votre gorge. La gorge, ça va. C'est toujours que je suis un petit peu en monophonie côté oreille. Parfait Serge. Vous nous avez apporté un désastre en plus. Alors le désastre, c'est une chanson qu'on pourrait classer carré rose. C'est une actrice de film. Comment on appelait ces films-là? Des films légers, vous savez, des films érotiques dans les années 70. On voyait pas tout, en tout cas concernant l'anatomie masculine. Ce qu'on voit sur M6 parfois le soir. Ouais. C'est ça. Coquin. Ouais, c'est un gros plan, quoi. Et là, à l'époque, elle avait rebondi sur sa carrière éblouissante en chantant une chanson sur un texte Jacques Lanzmann. Le texte, je vous dis pas, il y a quand même quelques côtés intéressants. Et voilà. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nanette Corey. Passe ta main dans mes cheveux et puis force ma bouche grande ouverte. C'est bien cela que tu veux me pénétrer dans la tête. Quand j'étais petite, je suçais mon pouce, mais j'aime mieux ton pouce dans ma bouche. Et maintenant que je suis femme, remplis-moi jusqu'à là. Viens dans ma bouche, viens dans ma bouche. Quelle horreur Serge. Et comment ça se termine? Non mais attends, j'ai pas fini. Non mais on est à peine Laurent, extrait. Philippe Lanzmann, c'est une chanson gag qu'il a faite. Bien là. sûr. Oui, bon, c'est évident parce que c'est un mec qui avait un talent fou et beaucoup d'humour. À mon avis, il a fait un truc deuxième degré là. Bah à mon avis, il s'est tapé Nanette Corey. Voilà. C'était l'époque où il était directeur du magazine Lui. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Merci Serge, à lundi et bravo pour tout ce travail. Là, c'est la culture dont on va gêner. On trouve Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le voyage d'hiver, le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Chaque rentrée littéraire voit poindre un nouveau Amélie Nothomb. Elle en écrit tellement dans l'année, elle en a tellement dans ses tiroirs, de toute façon qu'elle n'a qu'à choisir parmi tout ce qu'elle écrit pour en sortir un par an. Et le dernier s'appelle donc Le voyage d'hiver, Amélie Nothomb. C'est publié chez Albin Michel, son fidèle éditeur. Alors, est-ce que c'est un bon Amélie Nothomb? J'ai envie de commencer par par Stevie. C'est lui qui va faire le pitch. Alors le pitch, c'est Zoual. Donc c'est le narrateur Zoual. Alors ils ont tous des noms bizarres, mais pour la mythologie, je laisserai Isabelle Alonso. Motro. Pardon. C'est quoi déjà ton nom? Excuse-moi Isabelle. Non mais en plus je le sais. Mais, bref. Alors Zoual, c'était un mec qui travaille chez EDF et qui s'occupe aussi du social. Et là, nous sommes en hiver, d'où le titre, le voyage d'hiver. Et il va aller chez deux jeunes femmes qu'il ne connaît pas, mais il va tomber amoureux. Enfin, une des deux va l'intriguer plus que l'autre. Alors, c'est une femme, ce qui est plus normal, qui s'appelle Astrobal. Et Astrolabe. C'est normal, ça. Astrolabe. Bien sûr. Oui, t'as raison, laisse-moi faire pour le moment. Astrolabe. Attends, laissez-moi finir. Astrobal, t'as raison. C'est anglais Astrolabe, autant pour moi. Astrolabe et Éléonore. Il apprend que Aliénor. Il apprend que l'une des deux, Aliénor, mais il sait pas laquelle c'est, parce qu'il y en a une qui est un peu gogol, si tu veux. Elle est pas gogol, mais elle fait une sorte d'autisme, mais un autisme gentil. Donc elle a mais quand elle même. Connaît Abélard ou pas? Et en fin de compte, il va trouver un prétexte pour revenir. Donc il va revoir cette jeune femme et il apprend que celle qui écrit des livres si merveilleux qu'il a tant apprécié, il s'avère que c'est la femme qui est autiste. Il va y retourner là-bas, etc. Mais lui, bon. Vous nous racontez pas tout le livre. Non, là. je
raconte pas tout le livre, mais c'est génial. Je trouve ça génial. Les champignons hallucinogènes, parce que comme il fait très froid, l'autre elle a 5 pantalons, 3 anoraks. Enfin, il fait très très froid dans le truc. Donc il connaît pas son corps, mais par contre il tombe réellement amoureux de cette femme. C'est génial. J'avouerai juste une chose. C'est dur de rentrer dedans. C'est vrai. Dans laquelle? Pas à cause des 3 pantalons, hein. Non, c'est juste qu'au début, il faut rentrer dans l'histoire quand même. Mais une fois qu'on est dans l'histoire, on passe à un super moment. Christine, bravo. T'en fous, t'es pas buccal. Non, moi je vais pas. Franchement, l'histoire, je m'en fous. À chaque fois qu'on m'envoyait Amélie Nothomb, je me dis, il y en a bien un qui va trouver grâce à mes yeux, parce que je sais que Laurent l'aime bien, cette fille. Et donc, moi. Elle ne me rend pas, vous remarquez bien, mais. Alors, tu vois, à chaque fois, tu l'as reçue tellement gentiment. C'était il y a 8 ans. Elle est jamais revenue depuis qu'on lui a fait bouffer des fruits pourris. Oh, ouais, mais enfin bon. C'est bizarre. C'est bizarre. Elle s'est fait connaître. Elle s'est fait connaître avec ses fruits pourris, et franchement, il y a que ça, quoi, qu'on retient d'elle, qu'elle a bouffé des fruits pourris, parce que c'est laborieux, c'est empoulé, c'est ridicule. Effectivement, les noms, Zoal, Astrolabe, Aliénor. Alors, bon, c'est toujours un peu son fond de commerce, hein, donc, tu sais, on découvre pas qu'elle donne à ses personnages des noms compliqués. Bon, voilà, moi je suis effondré par son style. Je fis un feu dans la cheminée et me blottis près de l'âtre dans un fauteuil que je jonchais de couverture. Le froid m'anesthésia au point que je m'endormis. Alors, à toutes les pages, vous avez que je me fisse, que je m'emportasse. C'est lourdeau. J'exerce cette tâche à Paris et j'ai eu plus souvent qu'à mon tour l'occasion de vérifier ce que les gens sont capables d'endurer pour habiter cette ville. Écoute, les phrases n'en finissent pas. C'est chiant, c'est long, c'est creux. Son histoire d'amour, on s'en fout. Et vraiment, je vous conseille. Alors, elle n'aime pas. Je vous conseille pour 15 € de vous acheter un gel pour vous enlever les microbes sur les mains. Isabelle Motro. Alors moi j'aime bien aimer. J'ai bien aimé. Je trouve pas que ce soit un très bon Amélie Nothomb, parce qu'Amélie Nothomb c'est un peu comme c'est comme Woody Allen, quoi. Il y a des bons crus et des mauvais crus, parce que c'est pas le meilleur cru. Produisent énormément. C'est pas le meilleur cru, donc. Mais ça reste bien. Mais moi alors ce que j'ai bien aimé, c'est cette espèce d'humour qu'elle a, qui moi me fait mourir de rire. C'est-à-dire que l'écrivain qu'elle campe, qui est une espèce effectivement de personnage improbable, qui est au bord de l'autisme, etc. C'est à mourir de rire, parce qu'elle est vraiment, c'est un écrivain très j'allais dire caricatural, mais c'est une espèce de créature qui bouffe tout ce qu'elle trouve, qui bave, et moi je me suis dit, elle se moque d'elle-même, Amélie Nothomb. Bien sûr, il y a toujours beaucoup d'elle dans chaque bouquin. Elle pensait quel était ce personnage-là. Et alors, rien que ça, moi je trouve ça drôle, c'est un clin d'œil au lecteur. Et puis quand même, il y a des choses toujours, il y a des trouvailles extraordinaires. Mais oui, mais c'est l'écrit mal, c'est ça le problème. Non, elle écrit pas mal. C'est qu'un écrivain, pour un écrivain, c'est chiant d'écrire mal. Non, moi je trouve pas qu'elle écrive mal. Philippe Alfonsi. Ah, moi j'ai pas aimé du tout. Je trouve que la seule chose drôle de ce livre, parce que ça c'est vrai, ce que vient de dire Isabelle, c'est l'autodérision. Il y a de l'autodérision là-dedans. Et la chose la plus drôle du livre, c'est juste une phrase. C'est quand elle dit de cet auteur qui bave, qui est affreuse, qui est épouvantable. Au moins, elle, on lui met pas sa tête sur la couverture. Oui. Or, dans le bouquin, il y a la tête de la fille sur la couverture. Ah oui, en plus une photo des studios Harcourt. Bon, j'ai trouvé ça, c'est assez amusant. Ça, c'est vrai que c'est rigolo. L'histoire, moi, ce qui m'a vraiment ennuyé, c'est que l'histoire, à chaque fois, dans les livres d'Amélie Nothomb, il y a en effet une expérience personnelle. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a? Entre Titoff et moi, parce que Titoff baille même quand il ne lit pas. Excusez-moi, ça vous m'avez donné sommeil. Là. Et le fait est que à chaque fois il y a une expérience personnelle. Bon, alors la dernière fois ce qu'on avait lu c'était son amour du Japon et une aventure personnelle là-bas. Là aujourd'hui c'est les champignons hallucinogènes. Alors ça c'est vrai qu'elle nous fait faire une descente dans les champignons hallucinogènes. Non mais ça c'est marrant quand même. Mais bien sûr que oui, elle en a pris. Bon. Et là bon ça c'est clair. C'est clair, bon c'est évident. Donc là voilà, ce livre là c'est les champignons hallucinogènes. L'histoire qu'il y a autour, elle est tellement improbable. Elle est tellement improbable que bon bah voilà, c'est carrément pas très intéressant ce type. Depuis le début, vous savez ce qui va se passer. Donc il y a pas beaucoup de suspense. Mais ça commence comme un mauvais porno cette histoire en fait. Le mec d'EDF qui vient et qui fait bonjour, je vais relever les compteurs. Non, c'est rien à voir. Alors, j'ai pris une décharge. Il n'y a pas d'échec amoureux, c'est l'accroche de ce livre, Le Voyage d'hiver, publié chez Albin Michel. Vous n'avez pas lu Titoff encore, hein?
Comment? Vous n'avez pas lu ce livre? On vous l'a pas donné, hein? Comment ça, on vous l'a pas donné? On vous le donne plus, alors? Au mois de juin, on te l'a filé. Non, on m'a pas donné. Non, mais moi, ça me gêne de lire. De critiquer mes amis auteurs, comme ça, de romans. C'est vrai qu'à Saint-Germain, t'es mal vu après. Ça met un peu mal à l'aise après quand je vais au café Flore, tout ça. On m'en regarde un peu de travers. Ouais, putain, le billet que t'as fait sur moi, ça m'a pas plu. Ça, c'est un peu gênant. Non, cet été, j'ai commencé un livre que vous avez encensé, et là, je me suis posé des questions, parce que quelle merde! C'était quoi? Oh, je sais même plus, tu vois, je l'ai jeté. Oh, bah, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, moi, cet été. Ah oui? J'ai lu plusieurs livres, ouais. J'ai lu Tintin au Congo. Vous avez des chances de le trouver encore. L'oreille cassée, et Tintin, ouais. Le voyage d'hiver, Amélie Nothomb, c'est publié chez Harcourt. Non, Harcourt, c'est c'est le studio qui a fait la photo d'Amélie Nothomb sur la couverture du bouquin. C'est chez Albin Michel, comme d'habitude, le voyage d'hiver d'Amélie Nothomb. Dans un instant, Monique Pantel. Tout de suite, Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'actualité. Ah Monique Pantel est toujours vivante. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Bonjour Monique. Bonjour, je suis très émue. Ah oui, de nous retrouver. Oui, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Et je suis émue, c'est con, mais c'est comme ça. Oh. C'est un peu con même. Mais non, mais nous aussi, on est contents de vous retrouver, Monique. Faire chialer Monique. Arrête. Non, parce que à chaque fois, pendant tout l'été, on vit pas, on se dit alors, est-ce qu'elle sera encore là? Il a fait chaud en plus. Mais moi j'aime la chaleur contrairement aux autres vieilles. Et puis dans les salles de cinéma, il y a la clim dans les salles de cinéma. Et Isabelle Motro est toujours là aussi pour donner son point de vue sur les films sortis cette semaine. Et j'ai envie qu'on commence, peut-être, si vous le voulez bien, Monique, par le film dont tout le monde a parlé cette semaine, le fameux Prophète, un prophète réalisé par Jacques Audiard, ce film qui nous plonge dans l'univers carcéral. Eh ben, le cinéma est grand, Jacques Audiard et son prophète. C'est un film choc, un hurlement, un bonheur pour ceux qui adorent encore le cinéma français. C'est l'histoire d'une rédemption dans l'intérieur impitoyable d'une prison. Superbement racontée, magistralement filmée par Audiard, qui est un génie, et jouée merveilleusement par deux grands acteurs, Nils Arestrup, qu'on n'a jamais vu comme ça, dans son meilleur rôle de salaud surpuissant, et Tahar Rahim, qui fait des débuts éblouissants. J'ai eu peur pour le petit tout le temps, du début à la fin. Il arrive en prison ingénu et illettré, et ben il va apprendre tout, à lire, à écrire et aussi à se battre pour survivre. Et c'est dur de survivre devant un type aussi méchant et aussi fort que Nils Arestrup, qui le prend pour homme à tout faire et qui lui fait faire vraiment tout. Et le petit va lutter et il va y arriver et c'est formidable. Isabelle, d'accord. Et on n'en peut plus. Isabelle. Oh oui, c'est vraiment un grand film. Un grand film à tous les niveaux. C'est merveilleusement réalisé, merveilleusement interprété. Et ce qu'il raconte est formidable aussi. Alors lui se défend beaucoup, Jacques Audiard, du côté métaphore. On dit c'est une métaphore du monde d'aujourd'hui. Lui s'en défend beaucoup. Néanmoins, c'est comme tous ces grands films qui font que ça parle tellement de nous, de tout, qu'on a du mal à pas y voir plus que ce que ça nous raconte, quoi. Et là, vraiment, c'est l'histoire de ce jeune homme qui va devenir, je vous dis pas quoi, mais qui va, disons, c'est un parcours initiatique. C'est vraiment ça touche à l'humanitaire, quoi. Bon, vous confirmez tout ce qui a été dit dans la semaine. Et alors le film démarre très 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 fort. Hein. Bon, donc beaucoup de monde dans les salles. Et c'est mérité pour aller voir un prophète. L'abominable vérité, maintenant, si vous le voulez bien, Monique, c'est un film américain. C'est cul et choc. C'est vraiment marrant. Oui, vraiment, moi j'y allais comme ça pour me faire un film de plus pour vous, Laurent. Et j'ai passé un très bon moment. C'est une comédie réussie. Oui, très réussie. Vulgaire, sexy et marrant. Et comme on aime. Le maître mot, c'est cul et bite. Hein. C'est les grands mots de ce film. C'est uniquement destiné à faire rire et pas à la mot trop sûrement. Une fille productrice et animatrice à la télé est plus coincée que la poterne d'un vieux château fort. Paf, un nouvel animateur arrive, il fait rire tout le monde parce qu'il est bien vulgaire et bien marrant. L'audimat remonte et aussi la petite là qui se met à bander pour lui carrément. Hein. Elle oublie par exemple un jour son sextoy dans sa culotte. Paf, il se met en marche alors qu'elle est en pleine réunion de travail. Bon, ça m'a fait bien marrer. Ouais.
C'est pas distingué, mais c'est rigolo. Non, je crois comprendre que c'est pas distingué du tout, même. Je me demande si je vais y aller, finalement. L'abominable vérité, ça s'appelle. Vous conseillez, donc? Oui, moi, oui. Hein. Alors, ça marche pas très très bien, hein, Monique. Hein. Mais maintenant, avec cet exemple magnifique, cet extrait formidable, je pense que ça va remonter. À mon avis, tous ceux qui vont pas pouvoir rentrer pour aller voir un prophète, parce que les salles vont être pleines ce week-end, ils pourront changer de file, si j'ose dire, et se mettre dans la file de l'abominable vérité, conseillée par Monique Pantel. C'est avec Catherine Heigl et Gérard Butler. Je les connais pas, en plus, c'est comédien. Non, mais ils sont très bien tous les deux, hein, vraiment, formidable. Destination finale 4, un film en 3D. Ah merde, je crois qu'on l'a perdu là. Il m'a publié dans la salle de Projo. Alors je me venge maintenant, c'est formidable. Ah, ça aussi. Mais c'est complètement idiot. Mais ça fait rien. Quand vous êtes scotché sur votre fauteuil grâce aux lunettes 3D, j'étais terrorisée parce que je recevais des éclats de verre plein la figure et même j'avais une énorme bâton pointu qui me rentrait dans la poitrine et je le repoussais des deux mains. Dites que c'est dommage que c'était pas le film d'avant qui soit en 3D. Ouais, ça aurait été plus drôle. Oui, ça aurait été très bien. Enfin, c'est très bien. C'est très bien. C'est idiot, hein, l'histoire de Destination Finale, mais on s'en fout. Je me demande si plus ça va, plus vous n'aimeriez pas les films idiots, Monique. Oui. Voilà, toujours été comme ça. Je suis gogo, Laurent, mais pas gaga. Destination Finale, c'est un film idiot. Mais c'est pas idiot parce qu'ils ont fait le 3D. Alors là, attention. Alors ça marche assez bien, hein, Destination Finale. Ils ont des fans de toute façon, depuis le début, là c'est le 4. Ouais, donc voilà, et puis c'est vrai que c'est marrant à la 3D. Là pour le coup, c'est une sensation. Est-ce que ça sortira en DVD? Excusez-moi. En DVD en 3D? DVD en 3D, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bien sûr que c'est pour ça qu'il faut aller le voir en salle. Puisque des fois à la télé, il y avait des programmes, on pouvait regarder en 3D, notamment sur TF1 un été. Mais ça c'est quand t'avais pris quelque chose avant, rappelle-toi. Non. Il y a un autre film qui sort justement, c'est la mode en 3D cette semaine, c'est Voyage sous les mers, avec la voix de Marion Cotillard qui raconte ce documentaire réalisé par Jean-Jacques et François Mantello. Eh bien, j'ai trouvé ça très bien parce que pour une fois, grâce à la petite tortue tortue et à Marion Cotillard, on apprend le nom. D'habitude, on ne connaît pas le nom des bêtes qu'on voit. Là, on connaît le nom de tout. C'est très bien. Mais je sens que vous avez un problème, c'est que j'ai un moyen mémotechnique et un petit truc de diction. C'est tordu. Essayez après moi. Tordu. Tortue. Non. Essayez, Monique. Tordu. Tortue. Tordu. Voilà. Bravo. Plus vite maintenant. Oh non, écoutez, je vais changer de chaîne, hein, moi. Bon, c'est réussi en tout cas le voyage. C'est instructif et c'est beau. Voyage sous les mers en 3D avec la voix de Marion Cotillard, ça marche? Ça marche pas très bien, hein. Il faut que les gens y aillent parce que vraiment ça vaut le coup. Ouais, il y a presque pas de salle, mais même c'est pas proportionnellement, c'est pas terrible. Les gens ils reviennent de la mer. Attends, ouais, mais justement, ça peut leur donner, un petit coup de reviens-y. Et puis la tortue, on l'entend à la radio, c'est Christophe Willem qui chante. Oui, c'est vrai. On la voit dans les journaux, c'est la femme de Chirac. Pourquoi aller la voir en plus en 3D? Une tortue supplémentaire. Franchement, elle est mieux en 3D. Tortue tordue. On retient surtout. Ah, c'est pas dur. Tortue tordue. Essayez, Stevie. Tortue tordue. Oh, Stevie, bonjour. Ah, vous voulez dire bonjour à Stevie, Monique? Bonjour, Stevie. Bonjour, ma pampan, ça va? Mais oui, ça va. J'ai passé presque 2 mois de vacances, ça va. Avec les tortues, s'il y en avait eu sous l'eau. Parce que j'étais tout le temps dans l'eau. C'est pas vrai. Je les ai vus, les tortues, pour de vrai. C'était vous la méduse de Mont-de-Marsan? C'est moi la méduse de Tunisie. Parfait. On vous embrasse, Monique, oui, Isabelle. Ouais, moi j'avais 2 films à signaler qui sont des petits films avec très peu de salles, mais alors vraiment ça vaut le coup. Il y en a un qui est un film chinois qui s'appelle Parking de Mong Hong-gung et vraiment c'est magnifique et très étonnant. Non, mais franchement ça vaut le coup. Et l'autre s'appelle Léger tremblement du paysage de Philippe Fernandez et ça fait irrésistiblement penser à Jacques Tati. Un film ukrainien sous-titré en biélorusse. Non, pas du tout. C'est un film en français. Allez au cinéma de toute façon et effectivement en tête un prophète. On se retrouve après quelques titres d'actualité puisqu'on est ensemble jusqu'à 18h30 et peut-être que l'invité d'honneur est déjà dans la loge d'honneur. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur.
Alors, nous avions comme invité d'honneur dans la loge d'honneur lundi Samuel Benchetrit. Nous avons eu Philippe Delerme hier. Nous avons eu Marianne James, Jacques Séguéla qui était là mardi. C'est le 5e invité d'honneur de la semaine. Il est déjà dans la loge d'honneur avec la voix transformée. Vérifions tout de suite. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je vous entends bien. C'est ni homme ni femme. C'est le grand schtroumpf. Attention, vous pourrez répondre par oui ou par non aux questions de mes camarades et toujours par des phrases courtes quand le oui ou le non ne conviennent pas. J'espère que vous êtes prêts à répondre à leurs questions. Ils vont tenter de deviner. Oui, je suis prêt. Je maquille moi-même ma voix. Oh, c'est l'exorciste. Avec une double sécurité, voyez-vous. C'est Jeanne Moreau, c'est Jeanne Moreau. Non, on a dit que la voix était trafiquée. Alors allons-y, c'est parti. Je fume 4 paquets de cigarettes par jour. Je bois 2 litres de vin et je n'ai plus de mémoire. Qui suis-je? Vous êtes un ou une humoriste? Annie Girardot. On va bien se marier. Vous êtes un homme? Oui. Comique? Parfois. C'est pas votre job de faire de l'humour, d'être pas un comédien ou C'est mon job quand je suis payé. Ah. Eh ben, rentre chez toi. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire rire, mais qui aujourd'hui vient nous voir pour un sujet sérieux. Est-ce qu'on vous voit en photo dans le journal ce matin? Non. Est-ce que vous êtes sur scène en ce moment à Paris? Bientôt. Vous êtes plutôt jeune ou plutôt vieux? Plutôt jeune, très jeune. C'est un vieux. Ça, c'est un vieux. Il y a que les vieux qui se trouvent jeunes, je te jure. C'est vrai ça. Alors, attends. Qu'est-ce que vous dites? D'accord avec vous. Donc vous êtes donc un comédien sur scène bientôt. Sim. Ça pourrait. Sim a sorti un livre il y a pas longtemps. C'est pour un livre? Est-ce que vous venez pour un livre? La chose sérieuse dont vous voulez nous parler, c'est quelque chose de médical? Oui. Mais votre première profession, c'est comique ou pas? Oui, c'est médical. C'est possible. Bon, alors il faut chercher dans le médical. Est-ce que vous êtes dans le corps? Vous travaillez dans le corps médical? Non, vous avez dit association aussi. Ah, association. Alors une association qui combat une maladie particulière. Tout à fait. Voilà. Bon. Donc alors là, il faut chercher la maladie. Alors c'est pas sûr que vous trouviez forcément tout de suite son nom grâce à ça. Donc peut-être trouver plutôt quelle est son activité principale. Est-ce que c'est la sclérose en plaques plutôt que l'association. Mais on a dit que c'était un comédien, non? Est-ce que vous êtes aussi comédien? Oui. Voilà. Vous avez tourné dans beaucoup de films. C'est possible. Vous faites de la radio? Non. Est-ce que vous en avez fait? Oui. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'audition? Non, Dieu me préserve. À qui vous pensiez? Au sourd, là. Au sourd. Ah oui. Gérard Depardieu. À qui elle pense? Jacques Chirac. Mais non, metteur en scène. Donc vous êtes jeune, vous êtes plutôt beau gosse? Tout à fait. Il est beau gosse. Très beau gosse. C'est vrai? Ah, il est moche, je suis sûr. C'est Moustapha, non? Je suis jeune, il est Qui vieux, vous avez je suis dit? beau, il est Moustapha moche. Latraci. Non, pas Moustapha. Est-ce que vous êtes Fabrice Lucchini? Non. Est-ce que vous regrettez de ne pas être Fabrice Lucchini? C'est drôle. C'est possible. On vous voit souvent sur les plateaux de télévision? C'est possible. Mickey, c'est Oui, possible. on le voit assez souvent. Mais régulièrement, on vous voit régulièrement sur les plateaux de télé? Non. Vous êtes plutôt au cinéma ou plutôt au théâtre? Non. Non, mais ça, c'est plutôt au théâtre ou plutôt au cinéma? Non. Tu vois, c'est un indice. Ouais, c'est un indice. C'est un indice. Pierre Préjean. C'est un indice, ça. Non. C'est quelqu'un qui fait c'est Elie Moon. Non. Il est parfois au cinéma, parfois sur les planches. Est-ce Il a qu'il fait fait les les deux mises en scène? et toujours avec succès. Ah, toujours Pascal Légitimus. Non, pas toujours avec succès, mais en tout cas, Pas toujours avec il a succès. eu de nombreux succès et sur les planches et au cinéma. Vous les aidez pas toujours avec succès, il y en a un paquet. Hein. Je voulais être gentil. Michael Youn. Non, n'exagérons pas non plus. Est-ce qu'il a... C'est introuvable parce qu'on ne sait pas s'il est jeune, s'il est vieux. Non, mais quand vous êtes sur scène, là, vous allez être sur scène bientôt. Vous êtes seul ou vous êtes seul en scène? Donc c'est un one-man show. Donc vous faites des one-man shows toujours. Danny Boone. C'est Patrick Timsit. C'est Timsit. Patrick Timsit, bonne réponse.
de Titoff. Il est dans le journal ce matin. Quoi? Il est dans le journal ce matin, c'était ma question. Ah ben il est dans le journal, mais il savait peut-être pas qu'il était dans le journal ce matin. Voici Patrick Timsit. Eh ben, il est beau gosse. Magnifique. Il est magnifique. Ah oui, j'ai mangé ma voix. Alors, vous risquez pas de me reconnaître. C'est pour ça, en fait. On rigole bien chez vous. Patrick Timsit sera sur scène, c'est vrai, à partir du 6 octobre. Oui, mais il faut que j'arrête, hein. Ah oui. Oh, mais t'es gonflé quand même, parce que t'es quand même très drôle et t'as fait des méga succès et tu nous as, attends, ça va, tout à l'heure, t'es vieux, moche, tout ça, et sourd. C'est quoi cette connerie, attends? Il sera à partir du 6 octobre à nouveau seul sur scène dans son one-man stand-up show. Donc, à la Gaîté Montparnasse à partir du 6 octobre, mais il vient pour nous parler aujourd'hui de la fête au bois à partir de ce soir et jusqu'au 18 octobre. C'est l'ancienne fête à Neuneu et c'est au profit de l'association caritative menée par Dominique Farrugia contre la sclérose en plaques. On en reparle tous dans un instant. Qui fait semblant de pas entendre. Et on retourne dans la loge d'honneur où on retrouve Laurent Ruquier, sa bande et son invité. Christine, qui ne s'intéresse qu'au poids des invités, est en train de demander à notre invité d'honneur qui était caché dans la loge d'honneur et qui était Patrick Timsit, identifié par Titoff. Elle est en train de repérer qu'il a beaucoup maigri, c'est vrai. Mais 127 kilos. Oui. Facilement, hein, sans souffrir. Et t'as tout refilé à Titoff. Oui, tu as grossi, Titoff. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un enfant. Mais tu sais qu'à un moment, elles perdent leur poids, hein. Oui, bah, ça y est, quoi. Mais moi, je sais bien. Non, mais c'est la couvade et la régalade. Je n'aurais même pas remarqué que je suis bien marre aussi de cet exemple tout le temps, là, de mecs musclés qu'on voit à la télé. Attention, t'as un langage de gros, là. Ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est pas possible. Ça, non. Faut dire, je suis homme mais je vais le perdre. Je me ressemble à ces gens musclés qui nous font tous envie. T'es fait un coup de nostalgie, en fait. Tu t'es cassé le cul à maigrir, tu dis d'un coup, mais c'est vrai qu'on est bien. Si c'est pour entendre des conneries pareilles, ça sert à rien d'être beau, hein. Alors c'est dommage parce que j'avais des indices sonores à vous proposer pour identifier Patrick Timsit. Écoutez par exemple ce premier indice, on va voir si lui-même Patrick aurait deviné que c'était lui. Ah non, c'est pas moi ça. Ça faut pas les induire en erreur non plus, hein. C'est pas moi, j'ai jamais chanté ça. Oh si, vous avez chanté ça. J'ai chanté ça, moi. Vous avez chanté ça. Oh, bah c'est parti avec les kilos. Non, t'as pas chanté ça, t'as chanté les blancs n'ont pas le sens du rythme. Quel est le sens de la vie d'un blanc? Ah oui, vous avez chanté ça? Ouais. Ça vous aurait fait trouver l'identité de Patrick, ça? Non, hein. Oh non. Oui. Ça peut-être alors plutôt. Deuxième indice. Oui, c'est le... Mais non, c'est un dessin animé. Salut, je m'appelle Lenny. Là, on aurait reconnu sa voix quand même. C'est le gang des requins. Le gang des requins. Et c'était formidable parce que c'était un requin végétarien. Oui. Et donc on glissait des messages comme ça aux enfants sur la tolérance, le regard sur l'autre. Mais c'était différent des autres requins. C'était un très bon film. Alors un mot sur la fête au bois. C'est pas un truc cochon, hein, la fête au bois. On n'ose pas dire la fête au bois de Boulogne évidemment, mais c'est pourtant au bois de Boulogne que ça se passe. Ouais. C'est la fête tous les jours. Hein. Si ça encourage du monde à venir, dites-le. Ça va bien déguisé. La première fois qu'ils viendront et qu'ils n'auront pas honte. C'est le visage découvert. Porte de la muette, forcément, quand t'as quelque chose dans la bouche. Ah, putain. Je vous encourageais pas pour ça non plus, faut savoir s'arrêter avant. Bon, alors ça c'est fait. Et c'est ce soir, en tout cas, au profit d'une bonne action. Dominique Farrugia en parlait d'ailleurs hier matin sur Europe 1 avec Marc-Olivier Fogiel. C'est au profit de la RISEP. Alors la RISEP, qu'est-ce que c'est? C'est l'association Recherche Internationale contre la sclérose en plaques, dont souffre lui-même, on le sait, Dominique Farrugia. C'est lui qui vous a demandé de donner un coup de main alors à cette association? On s'est rencontrés. En fait, on avait tous les deux un intérêt commun et on s'est retrouvés pour faire cette association. On s'est dit que de faire rencontrer un chercheur américain avec un chercheur français avec un chercheur suisse ou israélien, ça faisait en sorte de faire une banque de données. On sert à peut-être à financer ou du matériel ou une petite cellule au sein du
du laboratoire de recherche. Là, par exemple, on s'occupe de la médicalisation personnalisée, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce traitement qui est lourd parce qu'il s'adresse à beaucoup de gens serait beaucoup plus léger si tout d'un coup il était en fonction de chaque individu, quoi. La sclérose en plaques, c'est pour vous dire simplement, ça touche 80 000 personnes en France. C'est une maladie qui mérite, comme les autres maladies, hein, il y a pas de, c'est pas qui n'est pas contagieuse comme certains le pensent. Exactement, qui mérite beaucoup plus d'informations, puisque vous venez de le dire, c'est exactement ça déjà pour lutter aussi contre l'exclusion, contre la peur d'un nom comme ça qui évoque un drame absolu, alors qu'on peut vivre parfaitement et être aidé. Alors comment ça va se passer ce soir au Bois de Boulogne? D'abord, vous y êtes vous ce soir à la fête à Neuneu? Oui, absolument. On me reconnaîtra pas parce que non, je vais pas rentrer là-dedans. J'en profiterai pour aller travailler de temps en temps. On va pas ressortir. C'est vous qui m'avez inspiré. Ils n'ont pas rebaptisé la fête à la crevette rose pour vous. Ce sera 40 €. C'est pour la sclérose. C'est pour la sclérose en plaques. Il y a 20 € pour la sclérose et 20 € pour... C'est 12 € l'entrée pour les enfants, 17 € pour les adultes. C'est un bracelet qui vous ouvre les manèges. C'est-à-dire que tous les manèges, la fête est privatisée pour RICEP, c'est le porte de la Muette, vous l'avez dit. C'est vrai que il faut que ça se passe aussi. Le point commun entre Farougia et moi, c'est vrai qu'on fait des événements ludiques pour que on en profite pour s'amuser et tout sera reversé à cette association. Il y a un concert de jazz manouche aussi. Chez Didine. Chez Didine, exactement, avec Mimine. C'est vrai en plus. Chez Didine, Christine, allez-y ce soir. C'est une brasserie chez Didine avec de la côte de bœuf, de la moule frite et effectivement une ambiance jazz manouche. Je trouve que c'est une très bonne idée. Vous voulez que je vous dise, vous foutez de moi en disant allez à la fête à Neuneu. Je vais te dire, c'est très rare que les associations, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, offrent du divertissement réel. Je suis désolée, donc ça, rien que pour ça vaut vraiment le coup d'y aller parce qu'au moins tu vas faire du manège et tu vas pas être coupable là de dire putain si je donne pas 2 balles, il y a des pauvres gens qui sont dans des fauteuils roulants. Non, ces mecs-là, ils t'attendent pour que tu t'éclates sur des fauteuils. Enfin, pas vraiment. Des fauteuils de manège sur lesquels ils peuvent pas eux-mêmes monter. Et c'est vrai. C'est quand même assez sympa. Ça s'appelle bougeons avant de ne plus pouvoir bouger. Aussi. Écoute, voilà notre slogan de l'association. Moi, j'avais participé à Avignon, j'étais venu. Absolument. C'est que c'est une émission où on pose des questions, où mes camarades tentent d'y répondre à ces questions. Ne les aidez pas si vous connaissez la réponse. Mais qui a créé la fête à Neuneu? Qui est le créateur de la fête à Neuneu? Non. C'est vieux. Ah oui, c'est vieux. À votre avis, en quelle année? C'est vieux, je sais pas, mais c'est vieux, 1800, quelque chose comme 1815. Tu vois. Qui a créé? Alors qui, je ne sais pas. Bon, c'est un mec qui faisait pas de télé déjà. Est-ce que c'était un homme politique? Enfin, je veux dire, oui, carrément. Ah bah oui, et pas n'importe qui. Napoléon. Bonne réponse de TikTok. Putain, j'aurais pas mis 2 balles sur Titoff. J'aurais même pas mis. C'est là que je me serais trompé, là. Mais tu sais, c'est pas la fête à Neuneu, c'est la fête à Nana, alors. Pourquoi ça s'appelle la fête à Neuneu? Alors, ça s'appelle la fête à Neuneu. Ça, je suis sûr qu'il y a la réponse aujourd'hui. Je l'ai su, mais je ne le sais plus. Je vais vous le dire. Non. C'est dingue, t'es crédible, en fait, quand tu dis ça. C'est formidable. En tout cas, allez-y. Ça commence ce soir et c'est jusqu'au 18 octobre. Mais ce soir, c'est au profit de l'association de Dominique Faroudia. On reste avec Patrick Timsit. On se retrouve dans un instant. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, bien entendu. Patrick Timsit qui sera aussi sur scène très prochainement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à partir du 6 octobre. Bon, il faut être encore patient un peu plus d'un mois, mais il rejouera ce spectacle avec lequel il est passé dans combien de salles déjà maintenant? Eh ben, c'est marrant, je devais faire 2 jours et ça fait 2 ans. Donc j'arrête de dire que j'arrête parce que c'est ridicule, quoi. Il y a eu l'Olympia, il y a eu la Cigale. Il y a eu la Cigale et à la Cigale, on m'a dit il y a pas encore grand monde qui l'a vu, hein, faut pousser. Et entre-temps, on écrit du nouveau. Donc je serai à la Gaîté avec on a déjà 20 minutes là. À la Gaîté, à la Gaîté Montparnasse. Oh génial, c'est à côté de chez moi. Je vais y aller. C'est pour ça. Sinon, on y va pas. Hein. C'est pour ça, mais moi non plus, j'y allais pas si c'était pas à côté de chez elle. Pour quelqu'un qui a attendu avant de remonter sur scène. Mais non, mais j'ai peur de sortir. Et c'est pour ça qu'on se tient, qu'on boit plus. Mais on a peur que tu sortes aussi. Mais j'ai peur. Ça rassure tout le monde que tu restes chez toi en fait. Je veux venir. Tu sais, c'est des consignes de sécurité, on est obligé. Hein. Il y a un périmètre. Hein. En tout cas, ça veut dire évidemment qu'il y aura des nouvelles choses dans le spectacle oui, que vous suivez
Portugais seront heureux. et puis le président aussi, j'imagine que vous continuez à suivre. Ça va être l'attaque, ça va être notre attaque, mais au contraire, là maintenant pour annoncer vraiment que ça y est, que je suis décomplexé, que c'est fini, le comique de gauche et tout ça. J'étais un peu trop ciblé, je sais pas, même si c'était pas dans vos émissions aussi où j'ai été un peu catalogué, donc maintenant ça y est, c'est fini, je serai, décomplexé, ça y est, il m'a décomplexé. Voilà. Ça fait peur, ça. Oui, je mange du dauphin, j'ai des choses incroyables. Il y a quelque chose d'étonnant, j'ai lu dans une de vos déclarations Arthur, à propos. on a été là dans les Maldives, là, mon copain Arthur. Je suis décomplexé. Ah oui, c'est il est décomplexé aussi, Arthur, il me plaît bien. Ça fait un moment qu'il est décomplexé. Vous me demandez s'il a été complexé un jour, non? Alors, je sors avec la Vittoria, là, comment elle s'appelle, la Spell, là, la roue de la fortune, je la cachais, moi j'étais complexé. Décomplexé. Oh, la robe que tu m'as offerte est un petit peu courte, là, on voit la culotte. T'as raison, enlève la culotte, là, ça fait vulgaire. Décomplexé. Vous dites, à propos de votre retour sur scène, j'aimerais qu'on sorte, j'ai pas compris votre phrase, là. J'aimerais qu'on sorte de mes spectacles en pensant que n'importe qui peut faire la même chose. Ah oui, alors ça devait être suite à une question qui était, pour vous, c'est quoi un spectacle réussi? Et c'est-à-dire cette simplicité d'arriver, et c'est vrai que ça va être ce ton-là de venir parler, qu'on a l'impression que tout est sur le champ, une phrase amène l'autre. Et c'est pas loin de ça parce que là, j'ai été là jouer au Québec, et comme je me disais mais qu'est-ce que je vais faire et tout, j'arrivais avec les papiers et j'ouvrais les sujets, quoi. Ça devenait vraiment le vrai stand-up, quoi, où on ouvre les sujets, je parle tant que ça va. Quand je vais trop loin, ils hurlent, je m'arrête, je repars sur autre chose. Ils hurlent, je m'arrête, je repars sur autre chose. Le mec va toujours trop loin, donc. Allez, donc, à la Gaîté Montparnasse à partir du 6 octobre et ce soir au Bois de Boulogne. À tout de suite. On retrouve Laurent Ruquier et son équipe et son invité aujourd'hui, Patrick Timsit, et c'est la dernière question de l'émission du jour. Qu'est-ce qu'on peut acheter depuis une semaine en pharmacie en Angleterre pour 182 €? En Angleterre, c'est 160 livres. C'est méga cher. Pour 160 livres, qu'est-ce qu'on peut acheter depuis une semaine en pharmacie en Angleterre? J'espère que c'est pas un vaccin. J'espère que c'est pas un médicament. C'est pas un vaccin. Est-ce que c'est lié à la grippe? Pas du Tamiflu. Est-ce que c'est lié à la grippe A? Aucun rapport avec la grippe. C'est un médicament. Ça vous fait peur, la grippe A, vous, Patrick? Non, il faut pas la redouter. Alors, attention, ça, c'est le médecin qui parle. Non, c'est les conséquences de la grippe qui peuvent être. Voilà, c'est quand on est fragile, faut faire attention. Alors, c'est pas lié à la grippe. C'est un médicament? C'est pas un appareil. Non. C'est cher pour ce que c'est. On ne peut pas en acheter en France, en tout cas. Non, mais est-ce que c'est un médicament? Non. Mais non, on a dit ni un médicament ni un appareil. Un coupe-fin, non. Des cheveux? Ça, des coupe-fins, on peut en acheter en France. Des cheveux. Je cherche. Vous allez acheter des cheveux en pharmacie, vous. Est-ce que c'est pour maigrir? Ça se trouve pas en France. Mais non, c'est pas pour maigrir. C'est pour grossir? Non plus. Est-ce que c'est du domaine du cosmétique, un truc qui rend beau plus ou moins? Non, c'est un test de grossesse. Pas de grossesse. D'ovulation. Non. Ah non, je sais ce que c'est, d'ADN. Pour savoir si t'es le père de ton enfant. Un test de paternité. Bonne réponse de Christine, bravo. Combien? 160 €? Mais je savais même pas que ça existait. Si c'est pas ton enfant en plus. Mais comment ça se passe? Oh l'horreur! 150 €, c'est pas votre enfant. Oh putain! Il te rembourse si c'est pas ton gosse. Mais ils le reprennent ou pas? Ah non, mais c'est terrible parce que les Anglais se ruent, paraît-il, sur les tests de paternité. Alors, chose étonnante, ils ont des roukmout, c'est qu'il y a... S'ils pouvaient s'en débarrasser, tu vois. N'importe quel roukmout peut être le fils du voisin qui est également roukmout. Mais tu vois, c'est chiant. C'est pas un bon sujet, les roukmout. Non mais ce qui est amusant... Faire des copains roukmout. Attendez, il y a un truc que vous n'auriez pas imaginé, parce que vous imaginez sûrement qu'il y a que des hommes qui vont acheter les tests de paternité. Eh ben non. Il y a moitié homme, moitié femme. Parce là, il n'y a pas besoin du résultat si c'est une femme qui va acheter le test de paternité pour son... Mais non, parce qu'elle a piqué, sans le dire à son mec, elle a piqué de la salive à son mari et de la salive à son gosse pour savoir si c'est bien avec lui qu'elle a eu le gosse ou avec un autre avec qui elle couchait au même moment. Là, c'est un test, au moins, il n'y a pas besoin de test de fidélité. Les Anglais sont quand même les plus cocus du monde, il faut le savoir. C'est le pays où il y a le plus haut taux d'infidélité en Europe. Déjà en Europe, au monde, j'en sais rien. Donc, non, c'est pas qu'ils sont infidèles, c'est qu'ils sont honnêtes. Tu leur poses la question, ils disent oui. Mais c'est tout. Très très infidèles. L'Angleterre est un pays dont le taux d'infidélité, hommes et femmes réunis, est un des plus élevés d'Europe.
Christine Bravo a absolument raison. Je le savais. Souvent, elle dit des trucs au hasard. La parole. Et donc, la bonne femme, elle peut quand même au moins savoir à quel mec elle va demander la plus grosse pension alimentaire. Je te jure, c'est important. Et alors, les Français l'achètent sur Internet quand ils veulent évidemment être sûrs d'être le papa de leur enfant, parce que chez nous, évidemment, ça ne se vend pas, mais ça peut se vendre et s'acheter sur Internet, à condition de faire attention, parce que effectivement, vous devez prélever un peu de salive donc du père, de salive de l'enfant, vous mettez ça sur un coton-tige, vous envoyez ça par la poste, on vous renvoie la réponse par courrier, mais si les douanes tombent sur le courrier, vous risquez 15 000 euros d'amende, parce qu'on n'a pas le droit de le faire en France. Il faut une décision juridique pour pouvoir avoir le droit. Attends, mais là, ça veut dire que t'achètes un coton-tige 150 euros? Mais non. Alors là, faut pas donner la parole, vous voyez. Voilà un contre-exemple. Voilà un contre-exemple du choix de la parole à donner. Pas dit non plus le taux de fiabilité du test. Ah bah c'est 100%, c'est très fiable. Ça. Est-ce que vous l'achèteriez, vous, Patrick Timsit, le test de paternité? Ça sera en commun accord avec la maman, quoi. J'ai vu ton fils. Je volerai pas. Oui. Oui, déjà, ton fils, il te ressemble. Déjà, quand on le voit, le temps qu'il met pour rentrer dans l'eau. Là, c'est le test, hein, c'est sûr. Il est de moi, hein. 2h30, et je mets un peu d'eau sur le cou, et je mets un petit peu d'eau là. Vous, Titoff? Moi, franchement, aussi, quoi. Ma tête, il y a des photos de moi enfant et des photos de ma fille, ou même quand on voit ma fille, il y a pas de, votre femme a pu coucher avec votre frère, par exemple. Ah ouais, non, mais elle a pas la même tête, justement. Je veux pas foutre la merde, hein, mais... C'est vrai que... Non. Tu vous ressemblez beaucoup avec ton frangin. Non, pas du tout, pas enfant. Patrick Timsit. Attends, il faut que je passe un coup de fil. Attendez-moi 5 minutes. Patrick Timsit de retour au théâtre de la Gaîté Montparnasse avec son One Man Stand-Up à partir du 6 octobre. Et puis n'oubliez pas, ce soir pour 12 € pour les enfants, 17 € pour les adultes, vous aurez accès, non pas gratuit, mais accès à un pass en quelque sorte pour tous les manèges. Après avoir payé cette entrée, et en plus ça ira au profit de l'association de Dominique Farrugia, l'association RIZEP, soirée caritative à la fête du Bois de Boulogne. C'est jusqu'au 18 octobre, on peut quand même le dire pour les forains. Oui, parce qu'il faut les remercier, exactement. Voilà. C'est 100 forains qui sont mobilisés autour de ma salle Campion, quoi. C'est fantastique, ils ouvrent tous leurs manèges. Et ce soir, c'est donc pour une bonne œuvre, alors courez-y. Merci Patrick d'avoir accepté de jouer le jeu dans notre loge d'honneur. C'est rien, c'est avec grand plaisir que je reviendrai. Bon week-end sur Europe 1, on est là samedi et dimanche après-midi avec les best-of. Et on se retrouve lundi à 16h, de 16h jusqu'à 18h30 désormais. Bye bye, bon week-end. Très bon week-end à vous, Laurent.